Hey, bonsoir tout le monde et bienvenue au 13e épisode de Divan Quest. Divan Quest, à ne pas confondre avec le Nissan Quest. Dans les deux cas, ça coûte cher. Le Nissan en argent et l'autre en tant que vous ne verrez plus jamais de votre vie. Bonsoir les gars, comment ça va? Hey, ça va bien! Ah ben oui, il faudrait se présenter. Hein? Je suis Mathieu Bonnet, toujours en compagnie de Danny Gravel Hello! et de Jean-François Laporte. Yes! Fait que finalement, comment ça va? Ça va bien! On s'en sort. On s'en sort. On survit. Ou comme dirait une personne âgée, pas le choix. Chris, c'est constructif, hein? Mais ça. C'est comme, bon, je suis désolé d'avoir eu cette conversation-là avec vous. Hein? Bonne journée. C'est des choses qui arrivent. Fait que qu'est-ce que vous avez fait de beau cette semaine à part survivre? Je commence? Ouais, vas-y, Danny, ben oui. Hey, même pour première des choses, j'ai eu dans la tête, pendant un certain moment de la semaine, ce bout, en tout cas, à cause de notre fameux épisode 13. Attention, vous êtes à présent dans l'épisode maudit du donjon de Naalbuck. Il s'agit de l'épisode au chiffre 13. Des scènes violentes peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes. Attention, ma sensibilité. Excuse-moi, je t'avais pas vu. Ouais, C'est un de mes ça. gags préférés des donjons de Nalbuck. Mais bref, Fait que finalement, on est zéro original. Hein? Zéro. Bon, ok. on peut finir ça là. Bon, ouais. On aura juste à danser autour des 12 statuettes, enrouler notre jambon. Et Voilà. ben, Puis on saura jamais si c'est les statuettes qui sont dans le jambon ou nous. C'est la question. tant que le nain est nu et unijambiste. Mon Dieu. Bon, ça On fait les référence à connaît beaucoup Nalbec. On passe à un autre appel. Sinon, j'ai terminé Costume Quest. Je vous en reparle tantôt. Comme Jeff la semaine passée, j'ai texté et tué un astronaute. Ah! De la même manière. Fait que je me suis dit que c'était l'histoire de Jeff là, que je venais de vivre, puis j'ai décidé de rejouer une deuxième fois. Et étrangement, le même astronaute. Pour vrai, là, mettons, pour faire un petit suite, là, l'histoire est vraiment cool pour ceux qui seront un peu plus loin. On parle ici du jeu de Lifeline. Oui, merci. Ça serait bien de le Dans mon préciser. détail. Ben, tu sais, peut-être que c'est un vrai astronaute, puis on ne le sait pas. Tu l'as sauvé? Oui. À mon deuxième playthrough, la première fois, je suis mort à la même place que toi. Puis là, j'ai fait comme on va être un peu plus logique dans nos choix. Puis je l'ai sauvé deuxième coup. Là. J'ai pas eu besoin de recommencer plusieurs fois. Fait que oui, je l'ai sauvé. Puis l'histoire est vraiment nice. Ça vaut la peine pour vrai de le rejouer. Il y a une suite aussi que je connaissais pas, que je savais pas, qui s'appelle Lifeline Silent Night, qui est vraiment là, qui se passe tout de suite après. Puis qu'à la fin du jeu, quand tu sauves Taylor, t'as le prologue ou l'intro. Là, je suis pas trop sûr si ça a c'est un lien ou c'est juste un genre de prologue, qui est vraiment intéressant, qui amène à la suite, là, à Silent Night, là, qui se passe tout de suite après que Taylor parte de la planète. Bref, beaucoup aimé le jeu. Ça a été vraiment cool. Merci de la découverte. Puis as-tu sauvé ton équipage? Une personne de mon équipage, je pense que c'est la seule qui peut être sauvée. Donc oui. OK. Ouais. Cool. J'ai été une brute après être mort dans le désert. Achievement Danny. Donc j'ai aussi essayé Crosscode, dont on avait parlé un petit peu. Là, Yes. le début du jeu qui est vraiment cool. Là. Ma seule déception, c'est que c'est pas assez long. J'ai vraiment hâte que le reste du jeu sorte parce que c'était vraiment intéressant. On va sûrement vous en reparler là, quand ça va être fait. Sinon, je me suis pensé m'emmener seul à l'hôtel pour une réunion. J'ai décidé d'écouter Ex Machina. Avez-vous vu Ex Machina? Ben oui. C'est excellent. Un méchant bon film là, avec l'intelligence artificielle et tout ça, Android. Vraiment trippant. Il y a un deux trucs qui m'a comme buggé, mais c'est au niveau personnel, pas au niveau du film. Puis j'en parlerai pas parce que ça vendrait des punchs. Là. Vraiment bon film, beaucoup aimé ça. C'est juste weird de voir Poe Dameron qui prend une bière avec General Hux. Et avec dans Hux, le ouais, Star ben Wars ça. épisode 7. Mais bon. Tout le monde savait que Poe avait clairement des moves Mm. quand il fait sa petite danse indienne, en fait. Oui, voilà. Oui, c'est vrai. Sinon, j'ai des petites pénalités à décerner sur le dernier épisode. Oh, Oh, D? Oui, D. Oh On my écoute. God. J'ai une pénalité à Jeff à 11 minutes 55 pour répétition abusive. Excellent. Je peux pas dire sérieusement dans ce podcast. Alors, je sais. OK, ben moins sérieusement, c'est c'est vraiment excellent. Parce qu'il y a des fans de shows de sci-fi, mais c'est excellent. Je peux-tu dire là? Oui. Oui. OK. Ben, c'est vraiment un excellent TV show. Donc, 4 excellents en 11 secondes. Non, mais le message, il passe-tu? Ah, ben, je pense que oui. Sinon, une deuxième à Jeff encore. Je m'acharne cette semaine. 21 minutes 17 pour vice d'information. Dans Tocenterie? Tocenterie, c'est ça? Au Santori. Donc, dans la fenêtre, c'est Tocetti et non pas Tocenterie. Ça t'apprendra à écouter quelqu'un qui n'a pas joué au jeu. Moi, je commence à faire ça. Monsieur Justin J.P. Trudeau. Just watch me. Donc, mon petit Trudeau Watch cette semaine, 12 promesses de réaliser. Ça Et niaise pas. 3 promesses de briser. Ah oui, la semaine passée, c'était 4. Il est rendu à 3. Il s'est rattrapé sur une qui était d'augmenter, de doubler le nombre d'immigrants, là, parents et grands-parents de familles qui sont déjà là. Sinon, là, les nouvelles promesses réussies, c'est des promesses par rapport aux nominations des sénateurs.
tiens de mimer le rôle d'un sénateur, c'est ça? Ouais, puis mon intérêt pour la chose. Il va s'en dire. Hey, je termine sur un petit shout-out. Un shout-out à la discussion impromptue puis abusivement nostalgique de T4C sur les commentaires YouTube de notre dernier épisode. Fait que Michael, Eric, les boys, vous êtes des guerriers. Ou en tout cas, peut-être pas des guerriers parce qu'il n'y a pas de classe à T4C, mais vous êtes des joueurs de T4C. Des néphilim. Ouais, en tout cas. On me tente pas de parler de Vous ça. êtes d'une époque où vous n'aviez pas de vie à un moment dans votre vie. Ça Voilà. passe pas. Jeff? Puis toi, Jeff, qu'est-ce que t'as fait cette semaine? Ben écoute, encore une fois, un autre Drunk Gaming Night cette semaine. Super Street Fighter 4 à l'hôtel à Québec avec mon collègue avec une dose de... Hey, dis-moi pas que c'était le même soir que j'étais là. On aurait pu au moins faire ça ensemble. On s'appellera la prochaine fois. Ça semble devenir une mauvaise habitude. Fait que, je vous tiens au courant de ma déchéance et de ma descente en enfer. Et de ta subséquente recovery qui va tourner en documentaire. Attention, parce que déchéance dans un hôtel, ça peut. À Québec. Ah, si tu savais. Oh, à Québec, le royaume de la déchéance. Je sais pas, pendant mon voyage à Québec, il y a eu tout plein de discussions sur le bar de danseuse qui s'appelle La Broussaille. Donc, shout-out à La Broussaille. Non, mais sinon, niveau gaming, à part cette soirée de Super Street Fighter 4, j'ai testé en fait la bêta d'un jeu qui s'appelle Duelist. Sans vouloir me lancer dans une review quoi que ce soit, c'est un card game multijoueur tactique tour par tour compétitif. Ah, ça valait vraiment la peine que tu nous dises c'était quoi. Ouais. On se sent beaucoup plus informé. Ben, vous irez le voir, donc Duelist, D-U-E-L-Y-S-T. Et la seule review que je vais en faire, c'est que je vais citer Penny Arcade qui a dit I've put my dick in Duelist and I couldn't get it out. Ah, ça c'est. So, that's it. Ça donne le goût de jouer. C'est ça, Ça pour aussi, les- Un shout-out à la broussaille. Sinon, j'ai noté des sorties intéressantes à venir au niveau des jeux. C'est pas une liste exécutée de toutes les sorties qui s'en viennent. Une liste comment? Ça? Une liste intéressante. Non, t'as juste enfargé un petit peu dans ton... C'est ça? Une liste, Excusez. une liste intéressante. D'accord. Des sorties... c'est des sorties intéressantes, puis c'est une liste qui est pas exhaustive. C'est ça que je veux dire. Yes. Ok? Ah! Bon. Donc, Ah. elle est pas, c'est pas complet, c'est juste ceux que je juge qui sont... On te prépare une Digne de émission mention. au prochain épisode. Bon, encore une pénalité. En fait, qui devrait déjà être disponible lors de la diffusion, de la mise en ligne du podcast à l'épisode 13. Downwell, un jeu que j'ai parlé en fait, par 2 fois. En fait, je l'ai reviewé et j'en ai reparlé par la suite quand je l'ai rejoué sur iOS, qui va être disponible sur Android. Yay! D'ici la sortie du podcast, donc ça devrait être disponible. Un petit jeu qui semble fort intéressant, les critiques sont un petit peu partagées, mais ça a l'air quand même bien reçu, qui va aussi être sorti là, à la disponibilité du podcast, qui est The Witness, qui est le nouveau puzzle game de Jonathan Blow, en fait, qui est reconnu pour Braid. Donc, Justement, on a discuté un petit peu des reviews qui circulaient qui étaient un petit peu idiotes. Là. Je me suis retenu d'en parler dans le segment d'actualité que je vais faire tantôt. Mais ouais, c'est ça, la gestion du temps. Je suis loose avec le temps. Là. Non, mais l'idée de dire que du monde qui se posait des questions métaphysiques sur les implications d'un jeu, ce que tu fais des puzzles. Là. Un moment donné, on le sait que Braid fait des. Jonathan Blow, dis-je. Avec Braid, a fait un jeu qui avait une narrative complexe. Puis on se doute que le Witness va avoir de quoi de semblable. Mais à un moment donné, quand le gameplay c'est des puzzles, je suis sûr que l'histoire peut être intéressante, mais des puzzles, c'est des puzzles. effectivement. Mais c'est quand même quelque chose qu'on peut lui donner à Jonathan Blow, d'avoir créé cette attente-là où il n'y a rien qui est en dehors de sa portée au niveau de ses jeux. On ne sait pas à quoi s'attendre, en fait. C'est plutôt intéressant. Donc, The Witness, qui devrait être disponible aussi. Un petit jeu qui sort le 9 février sur PC et PlayStation 4 qui s'appelle Firewatch. Firewatch, en fait, qui va définitivement être un de mes sujets pour un podcast bientôt, là, après sa sortie, qui me serait très intéressant. En fait, il y a on lit comme la quote ou la tagline du jeu qui dit « Paix, solitude et les grands espaces sauvages ». Puis ça résume assez bien l'expérience du jeu, je pense, de ce que j'en ai compris. Avec le art pour ce jeu-là qui est conçu par Ollie Moss, qui est un illustrateur qui fait des... reconnu beaucoup pour des posters qu'il fait, mais qui est un illustrateur que j'aime beaucoup. Puis je pense que c'est la première fois qu'il est directement impliqué dans un jeu. Fait que j'ai hâte de voir le... Mais le style visuel est vraiment intéressant, là, de ce qu'on en a vu jusqu'à maintenant. Mais on s'en parle sûrement très bientôt. Puis, dernier jeu intéressant qui sort le 5 février, c'est une exclusivité sur PC. Pour les fans de jeux tactiques tour par tour, il y a XCOM 2 de Firaxis Game qui va sortir. C'est un jeu qui était quand même très populaire le premier, mais le deuxième s'en vient. Puis justement, il y avait un Humble Bundle avec c'est vrai. panoplie de Firaxis, puis de genre toutes les XCOM avec les expansions, qui va sûrement être encore en vigueur au moment où le podcast va sortir. Voilà. Puis Sinon, moi, M. Bonin? pas grand-chose, mais j'ai quand même, suite à
un message, un tweet de Rétro Nouveau. Il y a un gars qui a parlé du jeu Missing. Le premier épisode, en fait, du jeu Missing, que j'avais ramassé dans un Humble Bundle précédent où il y avait des jeux FMVs, des jeux qui avaient des séquences de vidéos en temps réel. J'avais vu le jeu, j'étais curieux parce qu'il y a un vieux jeu d'aventure qui portait ce nom-là. Je savais que c'était pas relié, mais ça avait attiré mon œil. Et quand que Rétro Nouveau, je pense que c'est en tout cas un des membres de Rétro Nouveau a posté ça, c'est tout fait à Montréal. C'est avec Patrick Yvon, Roy Dupuis. Puis c'est tout filmé à Montréal. Les vidéos, tu parles là. Oh, oui, exact. Bien, puis tout le jeu est développé évidemment au Québec aussi. Fait que j'étais déjà curieux, puis quand j'ai vu ça, j'ai fait Chris, ok. Puis c'est pas bien long. C'était dans le bundle où il y avait Her Story qu'on a parlé l'autre fois. En plein ça. Bref, c'est dans ma liste. C'est 50 minutes à peu près à faire. Sans faire une review exhaustive, détaillée, encore une fois. C'est un peu. Tu t'es accroché sur le mot exhaustive, toi aussi? Exhaustive? Non, après avoir j'ai voulu changer de sens en chemin. Désolé. Alors, sans vouloir en faire une review. Ouais. Sans adjectif. Elle est bien plate, ta review. Hey, ok. Fait que c'est un peu comme un Myst mixé avec un film. Okay. Fait que les puzzles sont très très à la Myst, donc sont là sans explication. Tu dois tester l'environnement pour trouver les puzzles puis où est-ce que ça peut aller. Ce qui fait que c'est pas un grand jeu. Je pense qu'il est probablement plus à la maison sur une plateforme mobile. Les interactions, le style d'interaction est pas mal adapté au mobile, mais c'est super bien filmé. Une belle réalisation. Même au moment où il y a besoin d'effets spéciaux, c'est bien fait. C'est québécois, c'est un développeur qui a déjà fait autre chose qu'on connaît ici ou J'ai vu le nom passer du développeur, mais je ne crois pas. Ça a l'air d'être un nouveau projet. Puis c'est un autre des jeux qui est backé par le Fonds des médias du Canada. Comme Chariot, qui est disponible sur console et sur PC aussi. Fait que non, c'est le fun de voir ça. Beau petit jeu. Puis c'est pas mal tout ce que j'ai fait de mon côté dans le gaming cette semaine. Alors, dans l'actualité, cette semaine, mon site favori de nouvelles technologiques, au nom presque subtilement phallique, mais permettant de faire des jokes d'enfants d'école à chaque fois que je le mentionne, La Verge, bien sûr, nous apprenait cette semaine que Donald Rumsfeld, le secrétaire à la défense américaine, sous Gerald Ford entre 1975 et 1977, et sous George W. Bush de 2001 à 2006, c'est approprié, avait contribué à la création d'un jeu pour les appareils Apple. Maintenant âgé de 83 ans, il est assez peu surprenant qu'il s'agisse d'un jeu de solitaire. Oh. Parce que, tu veux dire, le jeu s'intitule Churchill Solitaire, en l'honneur du premier ministre britannique Winston Churchill. Le jeu offre une présentation un peu ridicule avec des photos de l'homme en question, une carte des Royaumes-Unis et de la musique qui serait plus à sa place dans un RPG japonais. Piou, 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 piou. À noter que le dernier extrait fait pas partie du jeu. Non, c'était Skyrim, ça, right? Et non. Le lien avec Churchill serait qu'il s'agit d'une variation du jeu de solitaire à laquelle il jouait lorsqu'il souffrait d'insomnie. Puis qu'il a appris à du monde, puis que ça l'a descendu à travers le temps comme ça. Mais s'il jouait en écoutant cette musique-là pour de vrai, ça explique peut-être pourquoi il souffrait d'insomnie. Quand même. Voilà. Sur Gizmodo, un article nous relate l'histoire d'un homme âgé de 39 ans qui a reçu un choc violent à la tête en tombant d'un overboard. On rappelle à tous ceux qui ne sauraient pas encore ce qu'est cette source infinie de vidéos de fail que sont les overboards. Ce sont des petits véhicules à 2 roues qu'on embarque dessus et qui bougent selon la répartition de notre poids. Un peu comme un Segway, mais en plus casse-cou. Et qui prend feu aussi. Et qui prend feu plus souvent qu'autrement quand on a des versions chinoises. Alors, l'homme en question, ne se réveillant qu'à l'hôpital quelques heures plus tard, croyait être en 2010 à son réveil. Wow. La situation aurait pu être dangereuse car il aurait pu croire que c'était une bonne idée de faire un tour de Segway, tomber sans tête à nouveau, puis après ça, penser qu'il était en 2005. Puis là, croyant être en 2005, penser qu'il a voté pour Harper pour être une bonne idée. Je vous le dis, c'est dangereux, ces overboards-là. Machine. Alors, on a une première à Divan Quest. Un article qui nous vient de TVA Nouvelles. Non, c'est le... Pour punition, pourquoi? Pour TVA Nouvelles. Ok, c'est bon. Le site favori, TVA Nouvelles, le site favori des gens qui considèrent que le nouveau look de Eugénie Bouchard est une nouvelle. On y apprenait qu'un homme âgé de 58 ans est décédé après avoir été éjecté de son véhicule suite à une perte de contrôle. Certains indices ont permis aux enquêteurs de déterminer que la victime n'était pas attentive à la route. Des indices tels que l'historique de navigation sur son téléphone intelligent et le fait qu'il ne portait pas de fucking pantalon. Et oui, ils en sont venus à la conclusion que l'homme se masturbait au volant en regardant de la porn sur son cell.
Malheureusement, ils n'ont pas été en mesure de nous confirmer quelle vidéo il regardait ou s'il a accompli son objectif avant la fin. Au moins... Tu sais, des choses qu'on n'a pas besoin de savoir. Ben, au moins, il est mort en faisant ce qu'il aimait. Ah, Tu sais. c'est sûr. Voilà. Quand tu as parlé de TV Nouvelles, je pensais que tu allais nous parler de la dernière séparation importante au Québec ou des rumeurs qui en ont découlé, là, que Bon, ben, PKP allait se matcher avec Marimé. Bon, ben, j'allais en parler, fait qu'on va passer à d'autres choses. Ah! Alors, strictement par souci de continuité, une petite pièce d'information intéressante est arrivée à nos oreilles, mais surtout à nos yeux, parce que tu sais, c'était sur un site web, puis quand même à nos oreilles, parce que ça parlait du design audio de Star Wars The Force Awakens. C'est compliqué un petit peu. Hein? Alors, C'est le gars en char de l'autre nouvelle, ça? ce serait malade. Ok. Je vais, encore une fois, je tire la définition du Konami Watch. Parce qu'en fait, cette nouvelle ne fait référence qu'à Hideo Kojima, l'ancien employé de la mythique et combien divertissante société créatrice de machines de pachinko érotiques, entre autres. Dans un article publié sur StarWars.com et reprise par plusieurs sites de nouvelles technologiques toujours bien contents de republier du contenu parlant de Star Wars pour avoir des clics, on pouvait trouver plusieurs des acteurs ayant donné leur voix à plusieurs des Stormtroopers, les soldats du méchant premier ordre. Lors d'une scène très tôt dans le film, à la suite d'un échange avec des Stormtroopers ayant la voix d'acteurs de la série Clone Wars, on peut entendre un extraterrestre dire Kojima. Plusieurs interactions entre J.J. Abrams, le réalisateur du film en question, et le légendaire créateur de jeux vidéo ont déjà été documentées, donc il est fort probable qu'il ne s'agisse pas d'une coïncidence. Et finalement, la prochaine mise à jour de Windows 10 mettra l'emphase sur Cortana, l'assistante personnelle numérique de Microsoft. Une de ces nouvelles fonctionnalités lui permettra de prendre note des fois où, dans vos courriels envoyés, vous dites que vous allez faire quelque chose. En utilisant des phrases comme « je vais te revenir avec ça la semaine prochaine » ou « je vais finir ça pour 5 heures » ou « je te rappelle aussitôt qu'elle est morte, cette poufiasse ». À noter que Google Drive, en français, relate poufiasse comme un mot du dictionnaire. En tout cas, la fonctionnalité n'est pas sans rappeler la fonction d'Android qui rappelle les factures qui sont dues ou qui vous informe des suivis de colis. Le résultat devrait être semblable, mais avec la touche intangible de honte que seul un ordinateur qui te rappelle que tu as dit à ta mère que tu allais la rappeler la semaine prochaine peut te faire sentir. Donc, on l'a pas vraiment mentionné depuis le début de l'épisode, mais on a un thème cette semaine, en fait. Oh, ben, c'est le temps après les nouvelles, parce qu'à moins que je trouve vraiment des nouvelles horribles. Oh. Good one. Et oui, on a un thème d'horreur cette semaine, comme on l'a vaguement introduit avec L'épisode 13. le clip. 13. Et voilà, l'épisode 13, avec notre clip de Noël Buck tantôt. Fait que oui, on va essayer de parler de jeux d'horreur. À cause Finalement, de 3 gars qui jouent pas à des jeux d'horreur. Ouais. Vous allez voir, on surfe sur le thème. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'en avais joué un, au moins. Puis, quand on parlait de jeux d'horreur, mon premier réflexe, je voulais parler de Until Dawn, Ouais. qui est un jeu actuel qui est sorti récemment. Et là, quand je m'apprêtais à aller faire des recherches sur le jeu tranquillement pas vite, mais j'ai eu un éclair de génie. Je peux pas ne pas parler de PT, qui est un jeu qui est sorti sur PlayStation 4 le 12 août 2014, qui est un jeu d'horreur psychologique à la première personne et qui a été développé par un studio qui s'appelait 7780 Studios, qui est en fait un pseudo-studio qui n'existe pas, qui était secrètement Hideo Kojima. Et oui, encore lui. On devrait l'inviter comme... On devrait l'inviter à venir participer et faire une chronique avec nous. On parle tellement souvent de lui. Il parle tellement bien en quoi que ce soit d'autre que japonais que ça serait vraiment intéressant. On fait l'entrevue en québécois complet, mais tu prononces quand même bien les noms japonais d'habitude dans dans tes segments. C'est ce que tu penses, là, mais... Les gens qui sont concernés, ils sacent après. Ouais, parce qu'ils nous écoutent tous. Voilà. Mais fidèle à son habitude, Hideo Kojima, il met souvent des références à tout plein de détails dans ses jeux. Et dans PT qui veut dire Playable Teaser, en fait. C'est ce que les lettres signifiaient. 7780 Studios, ça fait une référence à une zone calculée en kilomètres carrés, donc 77 080 kilomètres carrés, de la préfecture de Shizuoka, au Japon, en fait. Et Okay, la préfecture de Shizuoka, en fait, Shizuoka qui se traduit en anglais par Quiet Hills. Oh! Et Quiet Hills, c'est en référence clairement à Silent Hill. Et Silent Hill, c'est souvent appelé au Japon Shizuoka, à cause de cette référence-là. Évidemment, c'est tous des détails que les joueurs n'ont pas saisis à la sortie du jeu. Malheureusement, ça aurait résumé beaucoup le mystère. Ouais, ben, tu sais, Résout c'est le mystère. quand même des bons liens à faire. Là. Ouais, mais des liens qui étaient difficiles à faire au moment où le jeu est sorti. Parce que comme ça se voulait le jeu s'appelle Playable Teaser, ça se voulait un teaser pour Silent Hills,
qui devait suivre dans la même année, mais dont le développement a été annulé par Konami, malheureusement. C'est un jeu d'exploration en boucle d'un seul et même corridor ça a été extrêmement bien reçu, mais parfois critiqué pour des puzzles qui étaient très, très cryptiques. Le jeu a été lancé sur PlayStation Network dans le secret le plus total. Dans le premier mois, il y a eu 1 million de téléchargements déjà rapidement. Les communautés en ligne sont unies pour résoudre les mystères. Je sais pas, vous n'ayez pas PlayStation, mais quand même, vous en avez entendu parler. C'est sûr que vous en avez entendu parler, les gars. Moi, j'en ai entendu parler quand ils en ont parlé au E3, quand ils ont officiellement annoncé le projet, je me trompe pas. C'est là que j'en ai entendu parler. Moi, c'est l'époque où je jouais à rien d'autre que World of Warcraft, fait que non. Tant pis. Mais au moment où le jeu est sorti, c'est un jeu qui était gratuit, il était accessible à tout le monde et c'était extrêmement difficile, il n'y a aucune explication. On apparaît dans un corridor et il y a une radio qui nous parle, puis si on marche au bout du corridor, on rouvre l'autre porte, on revient au début. C'est quand même impensable que ça vienne de l'esprit de Kojima, qu'il n'y ait aucune explication, tandis que ces jeux passent leur temps à tout expliquer 4 fois. Mais c'était comme ça, c'est très très cryptique là, comme les critiques mentionnaient que les puzzles l'étaient. Et ça a poussé les communautés à dire c'est quoi ce jeu-là, qu'est-ce qui se passe avec ça. Sur Reddit, il y avait des pages complètes de gens qui se regroupaient pour essayer de résoudre les mystères du jeu. Il y a des nombreuses rumeurs qui étaient formulées, notamment que à la suite de la complétion du jeu, il y avait un trailer secret d'un certain jeu qui s'appelait Silent Hills, qui allait être produit par Hideo Kojima et Guillermo del Toro, et qui mettait en vedette Norman Reedus à ce moment-là. Il y a plusieurs personnes qui confirmaient la rumeur sur Twitter, sur Facebook, sur Reddit, mais il n'y avait aucune vidéo en ligne qui montrait une preuve tangible. Il n'y avait personne qui pouvait dire exactement le walkthrough de comment il avait fait. C'est tous les gens, à force de jouer dans le même corridor à répétition puis d'essayer des choses, se retrouvaient à le compléter, mais ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils faisaient pour que ça arrive. C'est bien hot. C'est une métaphore pour la vie. Il y a plein de walkthroughs qui ont apparu sur Internet à ce moment-là. Ils étaient souvent erronés, souvent ça n'avait aucun sens. Puis il y a souvent les joueurs qui avaient l'air de progresser avec des méthodes quelconques. Il y avait une méthode où il fallait brancher un micro puis appeler le fantôme qui est dans le jeu, dans le micro, par son nom. Ça sonne comme du Reddit, ça. Mais je me rappelle avoir essayé ça parce qu'on était rendu là, c'est tout ce qui restait à essayer. Ouais, son. Ce que j'aime aussi, c'est qu'il y a des plein de walkthrough, puis de tout à l'heure, il fait dire qu'on fait juste marcher dans un corridor, puis on retourne au début. Tu sais, ouais, effectivement, c'est concept. C'est la première fois qu'un walkthrough était aussi littéral. Vraiment. À moins que quelqu'un ait fait un walkthrough de Everybody's Gone to the Rapture. Everybody walked to the Rapture. Voilà. Oh. Avec le jeu qui était gratuit, évidemment, puis le mythe qui a entouré tout le comment passer au travers, puis le vidéo qui était caché à la fin du jeu, c'est rapidement devenu un des jeux les plus marquants en 2014. La plupart des critiques de jeux ont même fait de PT leur jeu de l'année, jusqu'à ce que Silent Hills soit annulé et que PT soit retiré du même coup du PlayStation Store et soit indownloadable et injouable. Donc, c'est un jeu qui a eu une durée de vie de quelques mois avant d'être retiré. Rajoutant à son statut. Exactement. Fait que c'est devenu un jeu qui ceux qui l'ont encore vont jamais les installer, ou j'espère. Il y a des PlayStation 4 qui se sont vendus jusqu'à des $1000 sur eBay parce que le jeu est installé sur le disque dur. Ça lui suivait un petit peu la folie là, des téléphones cellulaires avec Flappy Bird dans le temps que ça avait été enlevé. Puis... enflammer les passions des gens qui ont beaucoup de temps libre. Mais c'est un jeu qui était quand même super bien fait. Puis on peut pas enlever. Est-ce que il y a un certain génie derrière le move de marketing qui a été fait. Ça a créé un hype incroyable. Selon moi, juste c'est une erreur de Konami d'avoir tiré la plug sur ce jeu-là. Mais bon, comme on a déjà parlé, il y avait sûrement des questions de budget, marketing et tout ça. Mais je sais que ça a créé des conflits après ça avec Guillermo del Toro qui avait annoncé qu'il ne plus jamais travailler avec Konami. Puis Norman Reedus en a fait des sorties lui-même de l'acteur. Del Toro n'avait pas carrément dit qu'il ne travaillerait plus jamais sur un jeu. Ça se peut. Il semble qu'il avait été that far. Là. Il avait ça se peut. J'y vais de ma mémoire aussi. Fait que je pourrais pas le garantir. Là. Mais au niveau design, la majorité de ce qui est vu et entendu dans le jeu, c'est toujours laissé à l'interprétation libre du joueur. Il y a très peu d'explications qui sont fournies au niveau même de l'identité du personnage qu'on joue, en fait. Le contexte de l'histoire est flou. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on écoute les messages radio. On entend parler comme quoi il y a eu... les messages radio parlent de 10 meurtres qu'il y a eu dans les dernières années où un père a tué ses enfants puis sa femme, puis tout ça. Puis ça parle souvent de ça. Fait qu'on vient... On n'a rien qu'à comprendre que l'histoire semble parler de ça. Il y a des gens qui ont même émis la rumeur que le personnage sans nom invisible qu'on incarne dans le jeu serait en fait le personnage principal de Silent Hills, ou ça aurait été lui, peut-être. Puis pourtant, c'est comme un jeu qui est totalement différent. Là, on passe d'un jeu première personne à Silent Hills qui est un jeu à troisième personne.
C'est totalement différent. Mais on peut entreprendre ou on peut faire des liens avec les détails qu'on va retrouver dans PT, en fait. Là. Kojima il a quand même affirmé avoir choisi le concept d'un corridor qu'on a se promener en boucle pour créer un sentiment de claustrophobie puis de familiarité. Tout le monde est jeté dans un corridor comme ça. Tout le monde s'est déjà senti claustrophobe dans un endroit fermé, sombre. Et tout le monde a déjà joué à Call of Duty. Donc, tu as déjà avancé dans un corridor en ligne droite en n'ayant aucune possibilité d'exploration. Voilà. Effectivement. Mais l'effet est quand même saisissant, puis le jeu est particulièrement éprouvant. Là. Il y a des scènes qui se démarquent comme le sac en papier froissé, ensanglanté, qui nous explique que l'ouverture de la porte mène à une autre réalité, qui est clairement une référence à la seule porte du corridor, en fait, qui donne sur une salle de bain dans laquelle on peut rencontrer une sorte de fœtus mourant dans l'évier, qui se veut une référence à Eraserhead, pour les fans des films d'horreur des années 90. Sure. Ou la scène où Lisa, en fait, le fantôme tueur dans le jeu nous pourchasse. On peut s'en sauver quand même assez facilement son cours jusqu'au bout du corridor, mais toutes les fois qu'on revient, elle nous recourt après encore. Puis la seule façon de passer cette loop-là pour passer au puzzle suivant, c'est de se laisser attraper. L'animation est assez troublante. Les sons qui accompagnent notre mort sont assez dérangeants. Ben, c'est quand même bien réalisé au niveau du thriller psychologique là, que ça l'emmène dans le jeu. Toi, mettons, t'as-tu dormi après avoir joué à ce jeu-là? Ben, en fait, je me rappelle qu'on était Ou trois. pendant. On était trois à se passer la manette. On était trois à se passer la manette avec on a comme 3-4 walkthroughs différents. Ça nous regarde pas, au ça. travers. Ça doit- T'es fantasme. Et je me rappelle que les trois, on avait allumé toutes les lumières. Pissou! Moi, ce que j'aime, c'est qu'on est des grown men. On a comme 30 ans, mais on Ah, est des chickens à côté si de la peu, gang. si là. peu. Je suis de même aussi, je suis pas capable. Il y avait Patrick Klepek de Kotaku, en fait, qui a, dans sa review, qui disait que la qualité photoréalistique de PT et le corridor tourmenté nous emmène dans un endroit familier et émotionnellement désarmant. On a tous été dans un corridor comme celui-là. On s'est toujours demandé s'il allait y avoir quelque chose de l'autre côté du coin. Dans PT, il y a toujours quelque chose de l'autre côté du coin. Nice, well put. Donc, évidemment, avec son retrait, là, c'est un jeu qui a dépassé le statut de jeu de l'année puis qui a atteint un peu un statut de jeu culte là, des jeux d'horreur. Je suis pas un grand amateur de jeux d'horreur, j'en ai joué quand même quelques-uns. Et ça reste un des meilleurs jeux d'horreur des dernières années, selon moi, qui est un jeu que plus personne va pouvoir jouer, malheureusement. Il y a eu des rumeurs comme quoi c'est possible de le réinstaller sur un PlayStation. Il y avait des how-to qui ont passé sur Reddit là 2 semaines environ. C'est tout le temps fiable. Ça. Ouais, mais exactement. Ça incluait de changer ton disque dur, de le faire. Tu le mets sur le disque dur de ton ordinateur, tu le mets dans le PlayStation. Il y a plein de gens qui ont briqué le Sors ton PlayStation disque comme ça. dur, tu le mets dans un pentagramme. Tu joues toutes les Metal Gear sans être tanné que l'histoire soit trop longue. Puis il y a personne qui a réussi. Donc, en tout cas, il y a passant, des rumeurs. Faut que je dise, par contre, j'adore Metal Gear, là, mais c'est fucking long l'histoire. Mais il y a des rumeurs qu'il y aurait des façons étranges et Occulte. occultes de rejouer au jeu. Ça implique un fantôme et un sac de papier froissé avec du sang. Fait que libre à qui voudrait l'essayer. Si quelqu'un des gens qui nous écoutent réussit à réinstaller le jeu, ben, lâchez-nous des commentaires sur Twitter ou Facebook. Ça ferait plaisir de savoir comment vous avez procédé. Mais sinon, Nous ne c'est un sommes jeu pas que responsables. malheureusement, on n'est pas responsable. Mais non, vous êtes les propres responsables de vos PlayStation. Bon. Et ainsi que des sévices corporels subis par les membres de votre famille. Qui Voilà. sait ce qui peut arriver? Full disclaimer. Aujourd'hui, dans l'univers de Divan Quest, 1er février. Je recommence loin dans le temps. 1662, hein, ma lancée se poursuit. Le pirate Kotinga. C'est pas la dernière année où le Canadien a gagné une game, ça? Oh! Ça va aller, Mathieu. ça va aller. Donc, le pirate Kotinga s'empare de l'île de Taïwan après 9 mois de siège et chasse les Hollandais. Do what you want, 'cause a pirate is free. You are a pirate. C'est juste pour ça. T'as fait exprès. Oui. J'ai vu pirate, j'ai comme, hey, il y a une nouvelle qui parle de pirate. Qui s'empare de l'île de Taïwan. 1898, cela est intéressante, là, même si c'est pas des affaires techno. Là. Première assurance auto qui apparaît à cette époque-là, 1898. Elle contenait une clause plutôt qui protège l'assuré des poursuites de propriétaires de chevaux qui auraient pu être effrayés par les automobiles
J'ai regardé ma propre police d'assurance et je suis assez déçu. Elle ne contient pas cette clause, malheureusement. Fait que fais attention. Fait que faut faire attention. Dans mon coin, des shows, il y en a pour vrai. Sinon, je continue avec quelques petits événements comme ça. 2003, l'accident de la navette spatiale Columbia. Qui a explosé lors de sa rentrée dans l'atmosphère. Là. Pour ceux qui ne se rappelleraient pas, au décollage, un morceau de mousse, mousse isolante qui s'est décroché du réservoir, qui a heurté la navette, qui a abîmé le bouclier thermique. Donc, à la rentrée, en fait, le bouclier faisait plus sa job de protéger contre la chaleur et la navette a explosé. C'est une triste nouvelle, mais à se rappeler, hein, l'histoire, c'est pas toujours des blagues de pirates. Toujours déçu que ce soit pas une blague de pirate. Do what you want, 'cause a pirate is free. You are a pirate. J'ai noté quelques naissances, encore une fois cette semaine. 1964, Mario Pelcha. Calisse, pas pendant que je prends une gorgée de bière, ça n'a pas d'allure. Un vertigo, quelque chose. 1965, Brendan Lee. 1968, Mark Recchi. Puis 1971, Michael C. Hall. Bon, je suis trop paresseux pour avoir vraiment trouvé une blague par rapport à ça cette semaine. Fait que si vous avez une idée, divanquest@gmail.com. Hey, il outsource ses jokes. Il sous-traite son segment. Il est pire qu'un Vidéotron. Oh, excusez, c'est correct. Moi, Il y a des limites, là. Hey, on est de retour. Sinon, au niveau du gaming, cette semaine, j'ai noté pour le 1er février, sorti en 1995. 1995? Ouais, c'était pas fait. C'est comme une sortie exhaustive. 1995, sortie de Kirby's Dream Course et de Kirby's Avalanche. Là, tu te dis que ça, lancer 2 jeux de Kirby la même date, c'est un peu bizarre. Il me semble qu'au marketing. Fait que là, connaissant pas les jeux, je suis allé faire un peu de recherche. Puis tu te rends compte qu'il y en a un que c'est un puzzle avec un genre de gameplay de pool / mini-pot, là, où est-ce que ton Kirby, tu le pitches puis il roule pour rentrer dans un trou. T'sais. Puis l'autre, c'est un jeu de match 3. Comme un peu que je trouvais, moi, qui fait vraiment, on dirait que Dr. Robotnik's Mean Bean Machine, probablement qui était au Genesis. Moi, j'ai joué au Game Gear à l'époque. Puis là, tu te rends compte, dans le fond, que ces 2 jeux-là, c'est des jeux qui viennent de Puyo Puyo. Ouais. Dans le fond, c'est tout le même maudit jeu. Puis après ça, on se fait dire que depuis, dans les dernières années, on est plus capable d'inventer des jeux qui sont originaux. Hein? Alors, c'est vraiment récent, ça. C'est un problème qui perdure. Oui, c'est ça. Bref, 2 jeux de Kirby où est-ce qu'il n'y a pas vraiment de gameplay de Kirby. 2001, celui-là, j'ai trouvé drôle. Le jeu Karateka. Oui, le vieux jeu Karateka, en 2001, est sorti sur le Palm OS. Ah, sacrifice. Donc oui, le vieux jeu qui est sorti en genre 84 sur le Apple II a été porté en 2001 sur le Palm OS, démontrant la puissance légendaire de cet appareil. Niveau techno, en 1949, la RCA, la compagnie RCA, dévoile le premier lecteur de 45 tours. Le 2 février, première utilisation du Record Scratching Sound de façon humoristique, mais la meilleure utilisation devra attendre 2015 là, quand un petit génie s'en sert dans son podcast. Monsieur Justin J.P. Trudeau. Just watch me. Utilisation ici très très large du terme génie. Ouais, mettons, du coup. J'ai déjà eu un appareil Apple, fait que je me dis... T'as jamais travaillé chez Apple, c'est ça le problème. Ça vaut bien une pénalité, ça. Regardez le prochain épisode. J'aime ça. 1951, broadcast télé de l'explosion d'une bombe atomique. J'ai sérieusement rien à dire là-dessus. Je trouve que ça a juste comme pas de bon sens que ce soit tellement important de filmer une explosion de bombe atomique, en tout cas. On est juste surtout curieux de savoir ce qui est arrivé au caméraman. Il s'est retrouvé dans un corridor, mais on sait pas trop comment on sortait du corridor. On est sur une tonne de pirates. Do what you want, 'cause a pirate is free. You are a pirate. 1972, la compagnie HP sort la première calculatrice scientifique qui faisait comme des logarithmes puis d'intrigo portative, la HP 35. Les dimensions étaient vraiment faites pour fitter dans la poche de William Hewlett, là, le propriétaire, en tout cas le boss finalement. Oui. Donc ça rentrait dans sa poche à lui, c'était calculé pour sa poche de chemise. C'était un affichage OLED qui bouffait les batteries quand ça n'avait pas de bon sens. Prenait 3 batteries 2A dans un battery pack particulier, donc tu peux pas vraiment changer les batteries maintenant qu'il n'y a plus de battery pack qui se peuvent. Puis la durée de vie était de 3 heures. Est-ce qu'on a les dimensions exactes de la poche du président de HP? Ou... Je les ai pas notées, mais oui, ça existe. Ok, c'est bon. La question est, est-ce que le monsieur avait une grosse poche? Ça ne regarde pas, ça. Donc, les gens avaient développé un petit truc, dans le fond, pour éviter la durée de vie de 3 heures. C'est que, dans le fond, comme l'affichage était au diode, au DEL, ça allait en fonction de ce qui était affiché dessus. Fait qu'au lieu de la mettre tout le temps off, parce que le bouton on-off, c'était
c'était un bouton physique, donc il avait peur de l'allumer. Il mettait juste le point décimal. C'était la plus petite affichage possible, fait que ça faisait étendre la durée de vie de la batterie. Ça venait aussi avec un fil pour brancher dans le mur. Hein, Et Power Supply, un Power Supply, c'est la calculatrice. Il y a un petit trivia comme ça. Je sais pas pourquoi j'étais inspiré par la calculatrice de HP. Le nom HP35 venait de... Puis là, je vous donne 4 choix de réponse. Puis fidèle à mes sources, si vous dites la bonne réponse avant la fin, je lâche les chiens là, avec les abeilles dans la bouche comme les Simpsons. Oui. Donc, le nom HP35 vient du fait que le patron de HP avait 35 ans à l'époque. B venait du nombre d'ingénieurs que ça prenait pour changer les piles. Venait de C, la puissance en watts nécessaire au fonctionnement de la calculatrice. Ou D, du nombre de touches sur la calculatrice. Je vais y aller avec les touches. Oui, c'était le nombre de touches. Mais... J'ai pas eu le temps de répondre. C'est pas grave. Ah oui, mais t'achètes plus vite. Ça va plus vite. Ouais. Leçon de vie. Il va falloir des buzzers. Des buzzers comme cheap un peu. Il n'y a rien de plus simple. Le prix de la calculatrice, parce que tantôt Mathieu me faisait un petit signe d'argent, là. À l'époque, 395 US. Quand même. En dollars 2015, là, j'ai fait le calcul, ça reviendrait à 2240 US. Puis canadien, c'est comme... 850 000. Le prix de Saint-Félix au complet. Ouais, c'est ça. 1995, début des opérations de SETI, là, le Search for Extraterrestrial Intelligence. Je pourrais faire des blagues là, de screensaver et de gens qui cherchent des extraterrestres. 1997. En fait, si vous avez une bonne blague, vous pouvez l'écrire à DivanQuest à commercial. Je fais un outsourcing par semaine, pas plus. 97, Dave Weiner change la façon dont son site Scripting News fonctionne en faisant afficher toujours les 10 dernières nouvelles qu'il a mis sur le site au lieu d'avoir les nouvelles en ordre croissant comme c'était le cas à l'époque habituellement. Il mettait en place ainsi un peu le début de la structure de blog qu'on connaît maintenant. Donc, sans cette façon de faire, on n'aurait jamais pu avoir les merveilleux Tumblr de photos de chats. De chats au masculin ou au féminin. Là, c'est que c'est plate, pas de Tumblr. 99, disparition officielle du code Morse dans les communications d'urgence pour être remplacé par le nouveau système satellitaire et personne n'est triste. Sure. Sinon, je termine aujourd'hui avec une petite fête religieuse chrétienne. C'est la fête le 1er février d'Éphrem le Syrien. Donc, peut-être te rappeler à ceux dans votre entourage qui se disent chrétiens, mais qui parlent toujours contre les réfugiés syriens. Hein, c'est la fête d'Éphrem le Syrien, un catholique. Donc, profitez-en pour leur rub it in, pour leur frotter à la face dedans. Leur frotter à la face dans Éphrem le Syrien. Blade of Steel. Alors, cette semaine, en guise de chronique pour notre épisode spécial d'horreur, je vous propose un exposé intitulé « L'horreur des jeux d'horreur ». C'est toujours un peu weird de parler des jeux d'horreur. À moins d'aller dans les jeux qui traitent le sujet comme les films classiques le font, c'est rare qu'on traite vraiment d'horreur dans les jeux. C'est plus souvent du dégoût, des jump scares que vraiment de l'horreur. Donc, je me suis retourné vers d'autres sources pour comment approcher l'idée de l'horreur. Selon le Larousse, le sens littéraire et non littéral de l'horreur est caractère de ce qui provoque une impression d'effroi, de répulsion ou de ce qui suscite l'indignation, une très forte réprobation. On dirait que tu parles des politiques libérales. Ben, c'est un très bon exemple d'horreur. Mais bref, cette définition-là m'aidait pas à grand-chose. Fait que je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce que je pourrais faire? Fait que c'est pas quelque chose d'évident à faire pour un jeu vidéo, tu sais, de répondre à cette définition-là. Donc, cherchant un jeu sur le thème de l'horreur à jouer avec une twist différente, j'ai pensé à un jeu de ma jeunesse que j'ai souvent joué avec mon frère. Nightmare on Elm Street au NES. C'était les très très premiers degrés, quelque chose de directement adapté d'un film d'horreur. Freddy, pour ceux qui les écoutent juste en français. Là. Freddy. Bref, mon frère a encore la cassette du jeu. Fait que j'ai dit, bon, ben, quoi de mieux que de revivre ces moments assis au pied du littéral divan brunlette qui a inspiré partiellement le nom du podcast. J'ai donc invité mon frère, ce lundi, à faire une run de Nightmare on Elm Street pour pouvoir en parler ici. J'ai donc été confronté à un premier type d'horreur. Ce jeu dont j'avais un souvenir assez cher. Ah, tu ton frère, là, c'est chiant un peu. Contexte. Mais non, je parle du jeu. Ouvre la porte. Ah, ça va. Okay. Bref, le jeu dont j'avais un souvenir assez cher est un platformer assez ordinaire, plein de morts cheap, de choix de design étranges, et où l'apparition de Freddy lui-même est l'événement le plus banal que le jeu peut offrir. On aurait dû s'y attendre, c'est un jeu fait par LJN, connu pour, pour ses grands jeux. Bref. Puis son logo. Là. Ouais, avec le petit arc-en-ciel. Bref, on pourrait dire que j'ai été confronté à l'horreur d'absence d'horreur, en plus du coup de pied proverbial dans les couilles de ma nostalgie.
Alors, en tentant de réconforter ma nostalgie au sac en doloris, je lui ai présenté un autre jeu pour l'apaiser. Mon frère et moi entreprirent donc de jouer à Jackal au NES, un jeu de Konami où l'on incarne 2 petits jeeps qui font des missions militaires hyper clichés. Là. Le jeu ne m'a offert aucun horreur de quelconque type que ce soit, mais une des images présentées en fin de tableau où l'on voit un jeep quasi en vol avec une grosse bubule de paroles de BD. Oui, je le sais que ça s'appelle un phylactère, mais c'est moins drôle. Écrit « Yeah » dedans. Le tout me fit énormément penser à la mascotte Kool-Aid de notre jeunesse. C'est clair. Ce gros pichet de jus rouge défonçant les murs des maisons pour offrir aux enfants de s'abreuvoir de son propre contenu. Non seulement une proposition calissement fucked up quand on s'y arrête, mais un solide concept de film d'horreur. Donc... Ouais, je pense qu'on est sur la pédophilie aussi. Là. Moi, mon jus. Bon, ben c'est ça mon segment. Non, Je sens qu'on voulait des punch, là. Fait que voilà, on a eu une autre... Oh, punch. Fait que bref... Non, vous me dites quand je peux y aller, là. Voilà. Fait que voilà, un horreur que je décrirais, parce qu'on s'entend que c'est assez horrible l'idée de la mascotte de Kool-Aid, là. Fait que ça, c'est un horreur que je décrirais d'horreur juteux. Hein? Fait que après avoir verrouillé à clé tous les contenants de jus de la maison, on cherchait un autre jeu pouvant répondre au thème de l'horreur. Je me rappelais à ce moment d'un jeu d'arcade de Data East intitulé Night Slashers, sorti en 1993. Très, très, très bon beat'em up dans la veine des Final Fight et tout le reste. On a le choix de 3 personnages, un gros douchebag américain avec des bras mécaniques, un chasseur de vampires européen qui est le personnage all-around des choix, et une fille, évidemment rapide et athlétique, et bien sûr. On se bat contre toutes sortes de créatures d'horreur, des zombies, des genres de loups-garous, il y a des boss que c'est des vampires, des golems, etc. Et tout ce beau monde meurt de façon juteuse. Pas juteux comme le bonhomme Kool-Aid, là, juteux comme une tête qui explose. Oh yeah! Oh yeah! Le jeu se joue à 3 boutons, un d'attaque, un de saut et un pour les attaques spéciales qui drainent de la vie. On peut également charger notre attaque principale pour faire d'autres attaques spéciales. Le jeu se distingue surtout par le fait qu'il est probablement le beat'em up arcade le moins cheap que j'ai eu le plaisir de jouer. Jamais les ennemis peuvent soudainement nous frapper pendant qu'on est en train de les frapper. Habituellement, la seule raison de tout ça dans un jeu, c'est qu'il faut qu'il te fasse dépenser des 25 cents. Fait qu'il interrompt tes attaques. Fait que c'est très très rafraîchissant et beaucoup moins frustrant. Mais c'est ça. Bon, shit. L'horreur de la précocité. Manque de contenu, je veux dire. Là. Ben le fun, ce jeu-là, mais c'est un beat'em up. Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Fait que rendu là, mon frère a dû quitter, me laissant dans l'anxiété de ne pas avoir de quoi à présenter au podcast. Au moins, ma nostalgie avait l'air de mieux se porter. Alors, il me restait une ressource. Un jeu indépendant, sorti récemment, qui faisait beaucoup de bruit. Un jeu où l'on joue le rôle de nous-mêmes, en train de jouer à un jeu, infecté d'un virus qui est nul autre que Lucifer lui-même. Je présente ici Pony Island, disponible sur PC, sorti bien sûr en 2016. Le jeu se présente un peu comme un creepypasta, là, qui est le terme qui signifie en gros une légende urbaine, mais sur Internet. C'est une expérience très unique. C'est un jeu qui est à 5$ sur Steam. Mais maintenant, malheureusement, je dois faire face à l'horreur de ne rien pouvoir vous dire pour vous recommander de jouer au jeu. Parce que dire quoi que ce soit à son sujet va grandement réduire l'impact. Donc, si vous aimez les jeux uniques, étranges et courts, ben essayez ça. T'as dans mes cordes, ça? Réflexion sur la semaine. T'es moins bonne de la semaine passée. Ouais, ça dépend de la quantité de bière qui a été prise. On s'en reprend dans 2 semaines. Donc, quand on parle d'horreur puis de suspense, il y a plusieurs clichés qui nous viennent rapidement à l'esprit. On en a mentionné quelques-uns là, Matt en a mentionné quelques-uns tantôt. Qu'on parle des slasher movies comme Friday the 13th, qu'on parle des maisons ou des objets hantés comme dans Paranormal Activity ou dans The Ring, les enlèvements par des extraterrestres ou les endroits qui sont simplement peuplés par des fous dangereux, un peu comme dans le secteur Hochelaga à Montréal. Je pensais aller comme Calais Saint-Félix, mais je suis d'accord. Faites du bien de votre temps en temps. Faites lâcher un peu des fois là. Merci. Évidemment, l'industrie du jeu vidéo est jamais loin derrière le cinéma. Et la technologie est au rendez-vous pour nous effrayer encore plus. Alien Isolation, en VR, par exemple, en est un parfait exemple. La créature dans Alien est tellement ancrée dans notre imaginaire que plusieurs joueurs ne supportent même pas l'expérience du jeu puis préfèrent s'arracher la disette plutôt que de se faire dévorer par le monstre. Ce qui donne une bonne image de l'effet de présence dans la réalité virtuelle. Réalité virtuelle qui a le potentiel de rendre les jeux aussi réels et présents que dans nos cauchemars.
C'est rassurant. Mais évidemment, qui dit cauchemar dit sommeil ou mauvais trip de LSD. Deux expériences auxquelles j'ai très peu d'occasion de m'adonner, malheureusement. Je pense d'ailleurs que vous êtes aussi tous les deux dans la même situation. Niveau sommeil, je veux dire. Ah, OK. Ouais, parce que tu sais. Puis le monde de la techno, le monde du gaming, la culture populaire, geek, ça évolue tellement rapidement que c'est parfois difficile de concilier la vie professionnelle, notre passion pour le milieu, puis dans mon cas, la vie de famille. Mes années de gaming jusqu'aux petites heures du matin sont malheureusement révolues, exterminées à grands coups de responsabilités professionnelles, de couches à changer et de décennies. Malgré que tous ces personnes nous disent qu'à la trentaine, on est encore jeune, force m'est d'admettre que mon corps ne tolère plus les abus et les manques de sommeil comme il le faisait durant ma vingtaine. Donc, c'est ça l'horreur que tu parles? L'horreur de vieillir. Je pense qu'on a toutes les trois des bons souvenirs des LAN parties dans le sous-sol chez mon père dans le temps de Unreal Tournament puis de Call of Duty 2. Ben Kuchera a d'ailleurs écrit un article sur le sujet la semaine dernière sur le site Polygon. Évidemment, lui doit gérer une famille de 5 enfants, donc loin de moi l'idée de me comparer, mais son texte m'a interpellé particulièrement. Puis je me suis fait de la réflexion qu'il s'agissait d'une réalité qui était vécue par tous les parents à un certain point, en fait. Comment conjuguer une passion ou un hobby avec la vie de famille? C'est une situation que j'ai pas réellement ressentie pendant les premières années de la vie de mon fils. Le bain vers 19h, le coucher vers 20h, vers 20h30, j'avais le reste de la soirée pour gamer ou pitonner sur Internet. Le retour Les des... guillemets audibles. Et ça a été comme ça jusqu'à ce que entre en jeu le plus grand concept d'horreur qui est jusqu'à maintenant sous-utilisé par le cinéma et le jeu vidéo, le Terrible 2. Tout d'un coup... Ça ferait un beau jeu d'horreur. Hein? Et voilà. Tout d'un coup, le bain puis le coucher sont devenus un combat qui s'étire parfois jusqu'à 22 heures puis qui laisse l'appartement dans un état semblable à un champ de bataille. Combiné à une journée de travail chargée qui avait commencé tôt et au réveil matin qui m'attend immanquablement de l'autre côté d'une nuit beaucoup trop courte, l'idée de prendre quelques temps pour me tenir au courant de la culture geek ou pour tenter de compléter une quest ou deux devient soudainement beaucoup moins alléchante que celle d'aller tout simplement m'échouer dans mon lit. J'ai souvent mentionné sur le podcast que j'apprécie les jeux qui savent respecter mon temps, puis c'est devenu le modus operandi en fait de mes sessions de gaming. Le long grinding pour atteindre le endgame des MMORPG comme World of Warcraft, ou les jeux de rôle à l'histoire obscure et interminable comme Final Fantasy, ou les jeux extrêmement complexes et difficiles à la Dark Souls. T'arrives-tu à Destiny, là, mettons? Ils sont soudainement devenus hors de ma portée, puis j'ai rapidement développé un intérêt pour les jeux qui me permettent de passer des bons moments entre amis dans les rares soirées de gaming que je peux m'offrir. Donc, 2 années passées justement à jouer à Destiny, Matt, en sont la preuve. Qui est un jeu qui respecte quand même mon temps. Sure. Ou qu'il respectait, étant donné que been there, done that. J'entends souvent des amis ou des collègues qui se plaignent d'insomnie, d'être malades, d'être fatigués, alors qu'ils tentent de conserver leurs habitudes de gaming à travers leurs études ou leur vie professionnelle. Puis je comprends parfaitement l'attrait. C'est difficile de dire non quand tes amis sont tous en ligne puis se préparent à les raider, surtout quand t'as raté le raid la semaine dernière puis que tout le monde possède maintenant la nouvelle super monture épique Dragon Slaying +2 du jeu, sauf toi. La fameuse monture. La fameuse. C'est le +2 qui fait mal. Ou quand tout le monde a terminé le dernier Metal Gear Solid, mais que toi, t'as à peine dépassé le deuxième boss parce que tu dois étudier ou calmer un enfant de 2 ans qui est pris dans une terreur nocturne. Mais, comme le dit Ben Kuchera dans son article, il vient un jour où conserver ses vieilles habitudes, ça a un prix qu'on doit payer. Puis lorsque le prix à payer, ça devient notre santé, c'est donner quelque chose qu'on ne pourra jamais avoir. Comme le temps d'écouter notre podcast. Tu peux t'acheter un Nissan Quest. Ben, malheureusement, le no man's land entre le casual gaming et le hardcore gaming, c'est un endroit qui est très vide et solitaire, que peu de développeurs ont parvenu à combler. Mais c'est le défi que je me dois de relever en ce moment, en fait, et que je relève avec plaisir parce que ça me permet de vivre des bons moments avec 2 de mes vieux chums à chaque semaine. Puis ça nous permet de vous offrir ce merveilleux condensé de jokes de pirates qui est Divan Quest. Do what you want, 'cause a pirate is free. You are a pirate. Hey! Hey! Donc, thématique d'horreur. Moi, que je l'ai dit tantôt, je suis bien trop chicken pour jouer à des jeux d'horreur. Fait que j'ai fait un petit trajet dans ma tête. Horreur, Halloween.
Costume Quest! C'est acceptable, ça. Hey, Costume Quest, en passant, Costume Quest, à ne pas confondre avec Divan Quest. C'est un peu la même chose, mais dans Costume Quest, on s'imagine être un robot parce qu'on se met une boîte de carton sur la tête. Puis nous, on s'imagine être pertinent parce qu'on a mis un micro dans notre face. Là, tabarnak. Là. T'avais le droit à une fois, OK? C'est moi qui fais l'opening, esti, OK? Bon, vas-y, c'est correct. C'est correct. Allez, esti! Ça aussi, c'est une pénalité la semaine prochaine. Lui, il a sur le cœur, j'en ai donné 2, t'as vu, là, fait que là, il m'en cherche, tu sais. Il est Donc, ta mère. ta mère. Donc, Costume Quest, pour donner une petite idée de l'ambiance... Écoute ça, puis le soundtrack de Freddy, c'est pareil. Là. L'horreur. Non, je la sens. Là. Donc, Costume Quest, développé par Double Fine, qui a fait un méga paquet de jeux vraiment géniaux, publié par THQ. Costume Quest disponible sur Windows, OS X, Linux, PS3, 360, iOS, Android, puis possiblement mon toaster, j'ai pas vérifié. T'as-tu un toaster Android enabled? Non. Ah. Donc non. Ah, c'est ça l'arrive. Hein. Faire les toasts le matin en jouant à Bejeweled. Aïe. Bon, Donne-leur pas d'idée. Je suis sûr qu'il y a un segment du marché. On dérape complètement. Mais il y a sûr qu'il y a un segment de marché. Tu sais, moi, mon toaster, il est écrit genre 3 minutes pour le temps des toasts. T'as le timer dessus, là. C'est comme, bon, on va designer des expériences de jeu qui durent exactement 3 minutes. Comme Bejeweled. Mettons. Bejeweled Blitz. Là. Ah non, je t'ai carré bien avant 3 minutes, là. Ouais, ben écoute, non, mon toaster il est plate, fait juste des toasts. C'est comme un téléphone qui sert juste à téléphoner. Tu sais. Boring. Tellement 2006. Qu'est-ce qui est arrivé en 2006 dans ta vie, Jeff, à part l'entrée des conservateurs au pouvoir? Oh, ça l'a marqué assez que... Ouais, c'est ça. Je m'en rappelle. Plus manger de toast depuis 2006. Je suis plus capable. Les toasts se passent pas. Donc, Costume Quest. Ah, c'était à Danny. Ah oui, mais c'est correct. Chacun son tour de se faire interrompre. Ça serait pas drôle sinon. Donc, c'est l'histoire d'un frère et d'une sœur, dans le fond, qui sont des jumeaux, qui partent pour passer l'Halloween. Puis, il y a un des deux qui se fait kidnapper par des monstres, dans le fond, qui sont là, dans la ville où est-ce qu'ils habitent, pour voler tous les bonbons. Hein? Dans le fond, le sœur ou la frère, oui, c'est bon. J'ai bien trop à la chienne. Là. Je peux plus écouter, faut que j'y aille. La frère ou la frère. Ça existe comme explication, ça. Punition. Live. On a trop pour le prochain épisode. En voilà une suite. Donc, la sœur et le frère, ou le frère, en fait, celui qui se fait kidnapper parce qu'il est déguisé en gros candy corn. Puis le bonbon fait comme ça a l'air d'être un bonbon, puis il le kidnappe. Dans le fond, ce qui est drôle, c'est que je dis tout le temps depuis tantôt, soit que c'est le frère ou la sœur, ou je me trompe dans les déterminants. Parce qu'au début du jeu, quand tu commences à jouer, tes parents disent dans le fond, bon, c'est qui va mener la marche, il faut qu'il y en ait un qui lead. Puis là, tu as la main des parents qui pointent vers le petit gars ou la petite fille, puis là, tu peux choisir si tu joues le petit gars ou la petite fille, dans le fond, en faisant ça te permet de choisir. Fait que le personnage que tu joues est déguisé en robot, puis le personnage que tu joues pas déguisé en gros candy corn. Le bonbon le moins mangeable de tous les temps. Voilà. Donc, je vais beaucoup dire la jumelle, parce que dans mon cas, j'ai joué le petit gars. Donc, la jumelle se fait kidnapper par les monstres qui sont là pour voler tous les bonbons. Puis toi, tu vas te battre contre les monstres pour essayer de sauver ta petite sœur. Pas parce que tu veux vraiment sauver ta sœur, c'est juste parce que tu veux pas retourner chez vous sans elle puis te faire chicaner par tes parents. Tu sais, tout le monde sait, si tu retournes chez vous sans... ouais. Tu te fais chicaner, ça finit pas. La plus grande crainte d'un enfant de 8 ans, c'est Ouais, ça se faire chicaner. Voilà. Parce que ta petite sœur se fait te kidnapper. Pas l'avoir perdu, juste... Kidnapper. C'est ça, par des monstres. Donc, tu te bats avec les monstres en te transformant en ce que tu es déguisé. Puis là, c'est jamais vraiment dit si c'est parce que la magie, puis tu te transformes, ou si c'est juste comme ton imaginaire qui est assez fort pour que tu te battes contre les monstres en pitchant des missiles parce que t'es un robot. Puis On parlait de LSD tantôt. Ben, moi, je l'ai toujours pris pour étant l'imaginaire d'un enfant. Là, tout à fait, mais qui rajoute tellement au charme du jeu. Puis, c'est ce qui marche. T'sais. Bref, c'est pas dit, mais en même temps, c'est le fun, le petit flou que ça laisse là-dessus. L'histoire est assez comme basique, là, mais ça fonctionne bien. J'ai eu le goût de jouer beaucoup à cause de l'histoire. J'ai eu le goût d'embarquer rapidement à cause de l'histoire, même si c'est pas une affaire compliquée. C'est intéressant puis c'est le fun. Dans le fond, je savais que ça allait pas être une grosse profondeur, mais c'était assez pour me hook in, là, puis pour me donner le goût de continuer. Beaucoup aussi d'humour dans cette histoire-là. Puis je pense que cet humour-là, c'est vraiment le point fort du jeu. Là. Moi, c'est ce qui m'a accroché rapidement. Puis tout ce qui se passe dans le jeu va être relié à cette histoire-là, de près ou de loin, avec cette petite touche humoristique-là. Là.
Puis, anyway, si ça avait été un jeu de Double Fine avec pas d'humour, je pense qu'il y aurait eu une émeute, quelque chose. Hein. Quand tu mets Tim Schafer à la direction Ben d'un voilà, jeu. tu sais, c'est là que j'allais, c'est Tim Schafer qui est l'auteur là, sur ce jeu-là. Puis, tu sais, on le connaît pour l'histoire. Je sais que c'est son studio qui le développe, mais je pense qu'il est pas lead sur ce était, jeu-là. il était crédité comme writer, peut-être pas c'est le lead, ok. là, mais il y avait un crédit comme writer. En Ouais, tout je cas, pense selon Wikipédia. Là. Fine. Bref, tu sais, il a travaillé aussi là, au niveau de l'histoire comme auteur ou comme producer là, sur des jeux comme Monkey Island, Grim Fandango, Psychonauts, Stacking, Broken Age. Et je dois ajouter Full Throttle, qui est Throttle, mon c'est jeu vrai. d'aventure préféré. Il n'a pas annoncé qu'elle allait le remake. Oui, il va y avoir un remaster, HD remaster sur PC, PS4. Grim Fandango aussi, je pense que j'ai Oui, vu passer ben un oui. remaster. Là. Ben oui. Ben, il était gratuit en janvier sur PSN. Voilà, donc tous des jeux qui Beau sont bonus. Très basés beau sur bonus. l'histoire beaucoup. Puis, tu sais, souvent, je le dis, là, c'est le genre de jeu qui m'intéresse. Là. J'aime les mécaniques, mais j'aime aussi beaucoup qu'il y ait de l'histoire. C'est ce qui m'accroche. Donc, moi, quand j'ai commencé à jouer, c'est dans la série des jeux que j'ai commencé à jouer quand j'ai eu mon Steam Link. Puis, j'ai regardé ma liste. Ah, ça a l'air drôle. Ma blonde qui dit, hey, ça a l'air cute, essaye ça. Genre, ça joue pas à deux, c'est pas grave, je vais te regarder. Fine, tu sais. Fait que je savais pas trop ce que c'était. J'avais pas vraiment entendu parler. Ça avait passé un peu dans les cracks de mon intérêt. Puis je pars ça. Je sais pas trop ce que c'est. L'histoire, le petit côté ridicule, l'histoire au début me plaît. Là, tu sais, tu pars passer l'Halloween, tu t'en vas, tu cognes à une porte. Puis là, ta petite sœur se fait enlever par un monstre parce qu'il est déguisé en bonbon. Tu sais, fait que ça m'a accroché. Puis là, ben, tu commences, tu te ramasses dans un combat. Puis tu fais ah, ben, c'est un RPG. Je savais même pas que c'était un RPG, moi qui n'aime du tout pas les RPG du tout. Hein, Du tout pas. Du tout pas. Du tout pas. On va te faire un chandail écrit hashtag du tout pas. Du tout pas. Ça, ce soir, je ne sais pas parler. Hashtag exhaustif. Exorcisme. Exorcisme! Ah, c'est ce que tu voulais dire! Avec genre 8H, 2S. La tête qui tourne. Puis des vomi. La tête qui tourne et de la soupe au poids qui vole partout. Parce que c'est ce que c'était dans l'exorcisme. Oui, tout à fait. Ouais. Hein, les practical effects à l'époque. Et voilà. Mais la tête qui tourne, comment? Non. Je suis comme- On casse une... Tant qu'à partir sur une dérape, Ah oui. l'actrice qui jouait la petite dans l'exorciste a joué dans un épisode de Supernatural. Ah ouais? Elle jouait une policière. Puis justement, c'est à la fin de l'épisode, quand les deux personnages principaux s'en vont, ils droppent une ligne genre ah, j'ai le goût de manger de la soupe au pois. Oh, c'est écœurant. Juste en clin d'œil comme ça. Ben, peut-être qu'être sur une drift. Costume On Quest. regarde le temps, là, puis on a comme même pas une heure de fête. Là, fait qu'on est aussi bien de déraper un peu. drifter. Non, mais Costume Quest a été développé par Tasha Harris, qui est le lead animator chez Double Fine, et Tim Schafer a supporté où c'était requis, et particulièrement au niveau de l'écriture. Parce que Double Fine font des. Ben, ils faisaient, je sais pas s'ils le font encore, mais ils font des Jam Night où est-ce Ok. qu'ils vont faire plein de concepts. C'est de là d'ailleurs qu'est sorti Hack and Slash. Ouais. Le Zelda-like avec des mécaniques Ouais, que de j'ai rejoué un petit peu piratage. dernièrement, Bon, puis- c'est ça. Mais ils font des Jam Night comme ça pour essayer de trouver les meilleures idées. Et là, je me trompe peut-être, mais je crois que leur jeu de mech Trenched vient d'une soirée comme ça, là, qui est un jeu de troisième personne, Tower Defense, action. Mais c'est ça, ils font ce genre de truc-là, où je crois aussi le jeu Stacked, où Ouais. est-ce qu'on joue des poupées russes, venait aussi De mémoire, là, puis là, je vais essayer de mémoire parce que j'ai lu un peu sur le jeu, mais je vais pas rentrer dans les gros détails du développement. Mémoire, Stacked, puis Costume Quest ont été développés à peu près en même temps. Après qu'il y a eu l'annulation d'un gros jeu, le parier, puis là, j'oublie c'était quoi le titre, là, qui était. C'est un gros jeu, bref, parier. Puis là, on est puis là, qu'est-ce qu'on fait? Puis ils ont sorti ces deux jeux-là, puis ça a été développé. Quels sont ça en fait quand que... Ah, voilà. On n'avait pas ça sur le... Juste un... Bon, on a des farts. Là. Oh, close enough. Voilà. De toute façon, tu sais, ma bouche ou un bruit de pète, même chose. Ben, ta bouche, en général, elle fait plus comme... Piu, 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 piu. Mais bon, C'est directement ma bouche. quand je veux te faire dire quelque chose puis tu le dis pas, je l'ai sur le soundboard, je fais juste passer sur le piton de mon écran, juste... Piu, 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 piu. Voilà. Dance, puppet, dance. Ah, écoute, peut-être que je pourrais me faire remplacer par mon soundboard la prochaine fois que je tape ça à l'école. C'est ça le plan. C'est ça. Ah, à l'école? On travaille là-dessus. Ouais, c'est ça. Je pourrais sûrement licencer le soundboard qu'on fait ici pour le podcast à la commission scolaire. Comme ça, on va... Hey, je vais continuer mon review. Donc, j'ai découvert que c'était un RPG, ce qui m'a donné le goût de continuer parce que j'aime les RPG. C'est un RPG où est-ce que tu montes des levels. Je vais parler un petit peu là, de gameplay RPG. Là. Tu montes des levels, mais il n'y a pas vraiment de grinding. En fait, dans le jeu, juste en faisant le jeu, puis en faisant ce que tu as à faire, puis les quests que tu as à faire, tu finis par avoir le max level avant même la fin du jeu. Oui, donc c'est pas un RPG, ça. Ben, c'est ça. S'il faut pas que tu grindes, il est où le fun? Ben, il est à pas grinder.
En plus, il y a comme pas tant d'ennemis qui respawnent. Il y a beaucoup d'ennemis qui sont là juste une fois. Il y en a quelques-uns là, qui respawnent si tu tournes beaucoup en rond, mais c'est quand même assez minime. Donc, pas beaucoup d'encounters qui vont se répéter souvent. Ce qui est quand même agréable parce que il y a un petit côté puzzle là, dans ce jeu-là où tu veux chercher. Bon, tu sais, t'es pas obligé, mais si tu veux chercher différents éléments, là, puis j'en reviens tantôt pour les quests, c'est intéressant de vouloir les trouver. Tu cherches, tu tournes, tu trouves, puis il n'y a pas trop de monstres qui reviennent tout le temps. Donc, tu te ramasses pas tout le temps à refaire des combats en boucle sans raison, comme dans plusieurs RPG, là, mais avec les mécaniques, mais sans ce côté-là. C'est un RPG, mais tu contrôles tout le temps juste le même personnage? Non, tu as 3 personnages que tu contrôles. Puis j'en parle un petit peu après là, de comme, quand est-ce qu'on les a, mais on a 3 personnages différents. Okay. Ben, tu commences à 1 puis ça l'augmente. Là. Donc oui, tu as plusieurs personnages. Les kids du quartier. Ça ressemble à ça. Forcément. Il n'y a pas vraiment de gear non plus comme tel. Tu as différents costumes que tu vas unlocker. Au début, tu commences avec un robot. Le premier que tu trouves, c'est un costume de chevalier. Tu te ramasses avec la statue de la liberté, une licorne, une frite. Et mention honorable à la façon dont les costumes sont construits. Oui, c'est excellent. Dans le fond, j'y allais tantôt, mais je reviens. Là. Les costumes, pour les construire, tu vas trouver un pattern, un patron qui dit quoi trouver, puis ça te prend les items pour le trouver. Mais tu sais, c'est des items comme une passoire pour faire le casse du chevalier de l'espace, genre, puis des niaiseries comme ça. Puis, des vrais costumes faits avec ta mère. C'est écœurant, là. Oui. Fait que c'est vraiment des. Tu te rends les 2-3 morceaux, là, genre le papier mâché, le bout de moustiquaire, puis le gros drap, puis tu te fais un costume d'œil. C'est dans le DLC, en tout cas, tu sais. C'est un peu. Le papier d'aluminium, il y a la boîte de carton. La passoire, ouais, c'est ça. C'était c'est toutes des niaiseries de même qui font que, bon, là, tu unlocks le costume, tu peux te déguiser en ce costume-là. Dans le fond, les costumes ont des habilités en combat dans les combats, puis aussi, pour la majorité, des habilités en dehors du combat, genre le chevalier qui te permet de courir vite, mais dans le fond, c'est comme si t'as tes souliers à roulettes. Là, c'est le chevalier, ça? Pas le chevalier, le robot. Il me semblait, ouais, c'est ça. J'ai lu le robot, j'ai le chevalier. Des choses qui arrivent ce soir, je ne sais pas parler, je l'ai déjà dit. Tout ce que je peux te corriger, c'est parce qu'une de nos auditrices, Audrey, a beaucoup joué. Qui arrête pas de donner de la merde à Jeff parce qu'il fait des jeux. Je m'excuse, Audrey. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette semaine, elle peut pas acheter le jeu dont tu as parlé. Mais c'est pas, mais Downwell est disponible sur Android maintenant. Non, ça, c'est moi qui va dépenser pour ça. Je pense que c'est moi dans ses cordes, on va être correct. Bref, le chevalier permet d'aller très vite avec tes genres de souliers à roulettes. Là. Puis, en fait, c'est souvent le costume que j'utilisais juste pour ça. T'as-tu encore dit chevalier avec les roulettes? Ouais. Juste être sûr. Donc, c'était ça cette semaine pour Divan Quest. Fait que le robot peut aller vite. Merci. Puis le chevalier te permet de te protéger la tête avec ton bouclier en couvercle de poubelle. Donc, contre de l'eau, à un moment donné, tu peux passer en dessous des chutes avec ton couvercle parce que s'il y a de l'eau qui abîmerait tes costumes, connaissant la qualité des costumes. Des choses comme ça, là, ou te protéger la tête d'un écureuil qui piche des noix une place ou quelque chose de même. Là. Hashtag pitcher les noix. Hashtag pitcher les noix. Donc, les costumes ont majoritairement une habilité en dehors du combat qui peut être utilisée. Là, je les dirai pas toutes parce que je vais pas dire tous les costumes. C'est amusant de découvrir. Ah, j'ai trouvé un pattern, c'est quoi le costume que ça donne. Il y a un petit côté. Ok, tu sais pas avant. Tu le sais pas tout le temps à l'avance. Des fois, oui. Des fois, tu prends un pattern, tu sais pas ce que c'est, là, tu le regardes puis ça te le dit, mais j'ai trouvé un pattern, c'est quoi? Ça va être quoi ce fois-là? Tu peux t'imaginer parce que c'est des costumes relativement classiques, mais. Puis la surprise est double. Le costume que ton petit personnage va porter qui est vraiment mignon, mais quand t'arrives dans un combat, là, tu l'as pas vu, là, mais la caméra tourne en 3D puis les costumes sont massifs. Oh oui. Là. Le robot, c'est un Chris de Gundam. Là. C'est gros, c'est ça. gros. Là. Tu te warp vraiment. C'est ce que je disais tantôt. Quand je disais, on sait pas si c'est la magie ou l'imaginaire, un ou l'autre, ça revient au même. Le combat commence, puis moi, c'était un de mes plaisirs. Je crois que je trouvais un costume, je le complétais, de le mettre à mon personnage principal parce que c'est lui que tu vois se transformer, là, un peu Sailor Moon style, là, quand le combat commence. Là. Puis, tu sais, c'est là le gros robot, le gros Gundam, la statue de la liberté qui est juste comme. Le chevalier aussi. Le chevalier là, qui est vraiment awesome. Puis, tu sais, en dehors du combat, tu le vois, là, que c'est une boîte de carton peinturée en bleu, puis que c'est un petit tabard avec un bouclier en couvert de poubelle. Mais dans le combat, t'es un fucking chevalier. C'est pour ça que j'aime bien le parallèle avec l'imagination. Ouais. C'est dans le combat, / dans sa tête. Je suis déguisé en chevalier, mais là, je suis un fucking chevalier. Solide chevalier. Mais je sais pas si tu y viens, mais on parle beaucoup que dans les combats, c'est dans sa tête, son imaginaire. Est-ce que les monstres sont imaginaires aussi? Ben, le jeu le dit jamais vraiment. Mais, tu sais, il se passe assez de choses pour que tu penses que ce soit vrai. Est-ce que c'est juste l'aventure qui se font dans leur soirée d'Halloween? C'est ça, parce que, bon, mettons, pour saver, j'en parlais pas, la mécanique pour saver, c'est de prendre le téléphone, d'appeler la police. Puis ce que tu fais quand t'appelles la police, c'est que tu dis, il y a des monstres partout, la police fait comme, arrête de niaiser, puis elle raccroche. Fait que tu sais, ta petite sœur sont allées par des monstres, tu combats des monstres. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Oui, non, je sais pas, mais on s'en fout. C'est ce qui fait que c'est le fun, tu sais.
Donc, c'est ça, il n'y a pas vraiment. Comme t'as le gear, t'as les costumes qui sont un peu différents, qui ont des habilités différentes en combat. Là, je unis tantôt au combat. Mais sinon, c'est tout. Là. Tu pognes pas des épées plus fortes, puis la monture Dragon Slaying +2, là, mettons. Tu sais, c'est ça. Tu peux pogner, par exemple, des timbres. C'est des battle stamps. C'est vraiment des timbres que tu peux coller sur tes costumes. Moi, je l'imagine dans la tête avec le timbre. Qui vont booster ton attaque, booster ta défense, ou permettre de faire une contre-attaque quand tu bloques, ou te donner une attaque spéciale qui te fait des stuns, là, qui est de pitcher des œufs pourris. C'est beau dans leur tête, hein, chez Double Fine. C'était écœurant. Tantôt, on parlait de LSD. Là. Ouais. C'était beau dans notre tête quand on était jeunes. Mais c'est ça aussi. Non, je pense que c'est le charme de ce jeu-là. On fait un épisode d'horreur. On est là, oh, t'es qui? C'est qui ton chevalier? Donc, les thèmes, tu les achètes à une autre petite fille du quartier avec les bonbons que tu ramasses dans le jeu en battant les monstres ou en faisant du porte-à-porte qui te donne des bonbons. Là, ce qui est comme la monnaie, là, l'argent dans ce jeu-là. Puis tu l'achètes à une petite fille. Tu trades des bonbons contre des timbres. Justement, quand on parle du combat, moi j'étais vraiment content quand j'ai pogné mon premier combat. Là, c'est un RPG tour par tour, là, ce qui me plaît dans le style de RPG. J'aime bien les RPG là, aussi en temps réel puis tout ça, mais celui-là, c'est vraiment du tour par tour. Mais avec des éléments interactifs. Moi qui avais joué dans le temps des fêtes à Super Mario RPG, on peut pas de parler. Brièvement. Ouais, brièvement, mais je l'ai fini. Là. Ouais, c'est ça, exactement. J'aime beaucoup ce genre de mécanique-là, où tu as des combats tour par tour, mais t'es pas juste, tu choisis ton action, tu la laisses se faire. Il y a quelque chose de plus à ça. Donc, tu commences, tu te rends compte que chaque personnage a une attaque. Chaque costume a une attaque aussi, puis ton attaque te permet de faire une action qui te permet de faire ton attaque plus forte. Un genre de critical, là, qui n'est pas sur un jet de dés au hasard, mais vraiment selon ce que tu fais. Ça peut être de peser un des 4 boutons de la manette au bon moment, puis c'est pas tout le temps le même bouton. Fait que c'est un petit côté de OK, il faut que je sois attentif. Là, je peux pas juste comme être étudiant puis faire semblant de rien. Là. Faire t'éloigner du micro. M'éloigner du micro, parler. Ça fait 13 épisodes qu'on fait, il a pas encore appris. Non, moi j'apprends jamais. La moumouse sur ton micro est rouge, OK? C'est parce qu'on voulait que tu saches Ah! Je pensais que c'était pour le matcher avec le Raphaël de mon t-shirt de Ninja Turtles. Alors oui. J'étais où, moi, là-dedans? Ouais, c'est ça. Vas-y, Danny, lâche pas. Les combats. Alors cette semaine, médium large. Le tour par tour. Ouais, au début, j'ai eu de la difficulté un peu parce que je suis pas assez habitué avec la manette de Xbox. Fait que j'ai appris mes boutons, tu sais. Puis, donc voilà, tu as le time hit. Il y en a où il faut juste que tu mâches un bouton une couple de fois avant que, un délai se passe. Il y en a qu'il faut que tu roules un joystick. Tu sais, il y a comme 2-3 mécaniques. C'est pas hyper diversifié, mais ça tu sais, c'est varié. C'est pas tout le temps le même bouton, c'est pas tout le temps la même mécanique. Ben, chaque costume est toujours la même mécanique, mais tu sais, s'il faut que tu pèses X, l'autre fois, ça peut être A. Puis, ça fait que tu restes un peu plus engagé pendant le combat. Tu fais pas juste comme les sénateurs de tantôt. Là. Comme les Canadiens depuis 2 mois. C'est à mon tour de faire un gag de Canadien. Par contre, chaque costume a juste une attaque puis une attaque spéciale. Tu sais, tu débloques pas des nouvelles attaques en montant tes niveaux. C'est tout le temps juste la même attaque. Puis l'attaque spéciale se débarre dans le fond en faisant 3 attaques normales. Fait que 3 attaques normales, ton attaque spéciale peut être faite. Tu la fais, elle redevient bloquée. Tu fais 3 attaques, elle se redébloque. Donc, tu sais, t'as pas un côté de gestion des ressources. Tu gères des attaques spéciales en faisant des attaques normales. Fait que c'est le fun, mais il y a un petit côté de simplicité des fois qui fait que. Arrête ça qu'il y en a une deuxième à un moment donné avec les niveaux. Tu arrives niveau 10, ça aurait été le fun qu'il y ait une deuxième attaque qui s'unlock. Que ce soit pas juste l'attaque de pitcher des missiles, puis ça soit une attaque autre. Il y aurait un petit quelque chose d'intéressant à avoir une diversité. Est-ce que tu débarres les costumes assez régulièrement pour un peu pallier à ça? Oui, mais tu finis par souvent choisir les mêmes costumes dépendant de ton style de jeu. Genre le costume de robot. Celui qui court, là, pas le chevalier, mais le robot. Le costume de robot qui te permet d'aller vite en dehors des combats, il est vraiment intéressant dans le combat parce que ton attaque spéciale, c'est une attaque de missile qui frappe tout le monde pour prendre le dégât. Fait que, Puis il reste toujours valide même quand tu avances dans le jeu. Je m'en suis servi tout le long. Il ne devient pas efficace. Je m'en suis servi tout le long parce que j'aimais l'habilité en dehors du combat puis dans le combat. Il y a des costumes où je me servais très peu. Le chevalier, je l'aimais moins son habilité spéciale. Elle permettait de mettre un shield sur un personnage. Là, tu mets sur le personnage, c'est l'autre qui se fait attaquer. T'as perdu ton... Donc, je finissais par prendre tout le temps les mêmes costumes, ceux avec les attaques que moi, je trouvais plus intéressantes pour mon style de jeu. Fait que même si je débarrais des costumes, je m'en servais pas tout le temps. Ah, OK, lui, je vais le prendre, je vais en remplacer un par un autre, mais c'était tout. Donc, je me ramassais à faire, du début à la fin du jeu, tout le temps la même attaque spéciale avec mon gros robot,
Ce qui est cool, mais Parce que gros robot. parce que gros robot. Mais il y avait comme une niveau stratégie, je veux dire, à toutes les 3 attaques normales, tu faisais une attaque plus forte, puis tu le faisais tout le temps, ou tu peux la garder pour un certain Tu moment? peux la conserver. Mais y a-tu un mais, intérêt à le faire, ou tu fais juste comme... je te dirais qu'à part, mettons, au dernier boss, où est-ce que là, il y a des moments où est-ce que tu peux pas le frapper, pas tant. Là, tu sais. Je te dirais que non. Le costume qui te permet de healer, la statue de liberté te permet de faire un heal, ben celui-là, je la gardais pour quand j'allais manger du dégât, c'est sûr. Mais c'est pas de la grosse stratégie, tu sais. T'as pas trop non plus. Tu sais, tu peux pas, comme, par exemple, Final Fantasy, choisir defense ou, tu sais, pour sauter un tour. C'est ton tour, tu fais une attaque, t'as pas le choix. Fait que là, tu voulais, mettons, t'as un nouveau costume, tu veux voir son attaque spéciale pour l'avoir ou parce qu'il y a un achievement de faire les attaques spéciales de tous les costumes. Ben, tu peux même pas, si t'es un peu trop fort, la débloquer. Tu peux pas faire, ben, je vais juste skipper. Faut que t'attaques pareil, puis là, tu sais, il y a pas comme. Je trouvais qu'au niveau du combat, la simplicité est intéressante, mais était un petit peu trop là. Il y a quand même une possibilité de bloquer. Là. Tu te fais attaquer, t'as encore un timed hit que tu peux faire pour manger moins de dégâts, ce qui est intéressant. Puis il y a une mécanique de contre-attaque avec un timbre, là, que quand tu le mets. J'ai le goût de faire le move de mettre un timbre sur les pommes. Une voix très très radiophonique. Comme, voilà. Arrête de te taper sur le chest. Faut que tu le liches avant. Ça finira plus, ce podcast. Donc, il y a un time qui va faire une contre-attaque quand tu bloques. Puis, tu sais, ça te permet de rester... Encore là, ça te permet de rester attentif quand c'est pas ton tour. Mais, tu sais, au niveau du combat, il y a une trop grosse simplicité, je trouve. En même temps, les ennemis sont pas super complexes. Tu as comme 3 types d'ennemis, grosso modo. T'en as qui vont te faire des dégâts. Mais qu'ils soient de distance ou à corps, ça change rien. T'en as qui vont être des genres de healers, puis t'en as qui vont comme donner des buffs, puis faire un peu des spells. Fait que, tu sais, peu importe que tu avances dans le jeu, ça change de la genre de race là, de l'ennemi. Ils sont un peu plus forts, mais c'est les mêmes attaques tout le temps. Toi, t'as les mêmes attaques, eux ont les mêmes attaques. C'est juste que t'as plus de points de vie, tu as plus de dégâts, ils ont plus de points de vie, ils font plus de dégâts. Mais pour tout ce qui est si simple, tous les jeux qui prônent tant de simplicité, au moins ça va agrandir l'auditoire de ce jeu-là. Ben oui, puis c'est un Ce des qui est- points que je soulignais comme un peu plus loin dans ce que j'avais de prévu. En tout cas, j'y viendrai là, parce que ça Sure. fait un peu le recap de tout ça. Au début, bon, t'as un costume, tu commences avec un personnage, t'en rencontres rapidement un deuxième qui est un petit voisin, puis dans le deuxième segment de jeu, le jeu est comme en 3 segments, le voisinage, le mall, puis la ferme, genre, là. Ou en tout cas la campagne, là. Rigodon, puis tout. Encore une fois, Saint-Félix. Saint-Félix. High five. C'est radiophonique ça aussi, hein? L'épisode 13 de podcast le plus radiophonique de l'histoire de On l'a Divan bien Quest. entendu, la high five, là. Ouais. Si t'en as pas parlé, c'était correct. Bref, tu rencontres rapidement un troisième personnage là, qui est une petite fille du coin aussi. Tu fais une team de 3. Ce qui est intéressant, ça donne une bonne sélection de costumes. Tu sais, tu peux mixer les types, les attaques. Ça te permet de... Bon, je vais prendre un costume qui heal un peu, ça va aider. Puis t'en as quand même un peu de besoin éventuellement. Les attaques quand même spéciales sont diversifiées. Là, des attaques de groupe, des attaques tu sais, très fortes sur un personnage, des stuns. Le costume de frites fait un stun de tout le monde. Le costume de frites. Le costume de frites, son habilité spéciale, c'est de sentir les frites. Puis d'attirer les gens. C'est un personnage qui est allemand dans le jeu, ça? Non, c'est pas frites, c'est juste Pardon. des pétates. Tu penses-tu quand t'as commencé à jouer à des RPG, tu sais, mettons les Final Fantasy classiques, au Super Nintendo, etc., est-ce que tu t'es déjà dit, un jour, je vais parler d'un RPG, puis un des personnages va être déguisé en frites? Ben, j'y ai autant pensé que je me disais qu'un personnage d'un RPG allait être une porte-parole pour des sacoches. Hein? Ben, la semaine passée, qu'on parlait du personnage de Final Fantasy Lightning. XIII. Oh shit! Oui, c'est mon segment. Mais non, vraiment pas. Je jouais à Chrono Trigger quand j'étais flou. Je pensais pas qu'il y allait avoir une frite. Là, tu sais. On n'a pas de trouble avec un magicien, une femme des cavernes. Un robot, une grenouille, Ouais. Mais une patate Une frite, patate. une pétaque, une pétaque. un trio de cheese dog. Ça passe pas. Mais l'habilité te sert beaucoup pour attirer les ennemis. À un moment donné, tu te fais voler tes costumes, fait que tu les attires avec ce costume-là pour aller chercher les autres costumes. Non, mais pour être honnête, ça marcherait avec moi. Là. C'est clair. Surtout si je te dis qu'elle vient de l'Albion. Ou qu'elle vient avec le restant de la recette de poutine. Oh, ouais, je suis plus, Ben, plus c'est un sensible. trio, t'en as un qui est déguisé en frites, l'autre en fromage, l'autre en sauce. Non? Ça a l'air de quoi un déguisement de sauce? Oh yeah! Un pitcher de coulée brun. Un fromage? C'est comme une marde blanche? Ouais, ça ne regarde pas, ça. Ici, il y a une odeur qui le suit. T'entends le bruit, t'as l'impression qu'on est comme on a eu 802 bières.
Je reviens au combat. En plus des ennemis pas trop répétitifs, les boss sont intéressants. Je te dirais que les mécaniques des boss, si tu as joué à des RPG dans ta vie, tu les comprends assez vite, là. Puis, souvent, les boss reviennent une deuxième fois ou une troisième fois, même, non, deuxième fois majoritairement, comme un mini-boss. Tu sais, c'est pas, c'est le retour du même boss, c'est un mini-boss qui est de retour. Je l'ai déjà battu, je sais comment le battre. Ça fait un ennemi un peu plus fort. Ce qui est correct aussi. En même temps, le jeu est intéressant. Il y a des quêtes, un jeu qui s'appelle Quest, pas de quête. Ça serait comme un podcast qui s'appelle Divan Quest, pas de Quest, là. Juste ça de même. Tu parles tout le temps d'RPG, ça compte. Là. Ah, c'est ça. Shadowrun. Arrête de gosser. T'as quand même la quête principale du jeu qui est de sauver ta petite sœur. Toujours parce que sinon, tu vas te faire chicaner. Bien sûr. Puis au début, ta petite sœur se fait emmener de l'autre côté d'une barrière qui est fermée par les monstres. Puis un speaker, là, qui est l'espèce de chef des monstres, qui dit on n'ouvrira pas la barrière tant que vous n'aurez pas fini de looter la ville. Fait que là, tu te mets à looter la ville pour que ça soit plus vite. Puis pour pas que ce soit les monstres qui lootent aussi la ville. Puis quand tu dis une barrière, là, tu parles genre d'une petite clôture blanche. C'est une gate, non, quand même pas. C'est genre une gate un peu style cimetière, là, une grosse porte, deux battants fort forgés. Là. Donc pour aller looter la ville, ben, c'est pas looter n'importe quoi, c'est de looter les bonbons d'Halloween. Fait que tu fais du trick or treat, c'est une des quests qui est là qu'il faut que tu frappes à toutes les portes de toutes les maisons. De temps en temps, c'est des humains qui trouvent, qui donnent plein de bonbons, d'autres fois, c'est des monstres qui trouvent, puis là, ben, il y a un combat, tu le tues, puis tu ramasses les bonbons quand même. Sinon, il y a d'autres quests aussi où est-ce que tu vas, en fait, trouver les patrons, puis trouver les morceaux de costume, comme je disais tantôt, fait partie un peu des quêtes que tu peux avoir. Sinon, tu as des petits-enfants que tu trouves des fois qui jouent à cachette. Donc, il faut que tu trouves les 6 enfants qui jouent à cachette. Ça va te donner un upgrade pour ton sac de bonbons pour que ça contienne plus de bonbons. Grosso modo, c'est ça. Tu peux aussi, il y a certains, quand tu bats les monstres, ça donne des genres de stickers, là, comme si tu faisais un album de collants. Puis de temps en temps, il y a comme un enfant dans la ville qui dit hey, je veux tel sticker, si tu le trouves, va me le trader. Fait que là, si tu le trouves, tu les trades pour aussi faire les quêtes comme ça. T'as-tu un effet sonore qui vient avec le bruit de coller les collants dans ton. Cool. Il est stiff ton album. Parce que, tu sais, c'est fait fret. Hein, c'est la vie. Grosso modo, c'est des quests quand même intéressantes, sauf que tu te rends compte, rendu au deuxième segment, que tu as les mêmes quests. Identiques. Setting différent. Puis t'es dans le mall, fait qu'il faut le faire de trick or treat, mais dans les magasins. Puis après ça, le troisième segment, t'es à la ferme. Mais c'est la même affaire. C'est les mêmes quests. Tu sais, t'as même pas le petit côté des RPG où est-ce que on le sait que c'est la même quest, mais là, c'est pas des loups, faut que tu tues, c'est des serpents. Puis après ça, c'est des dragons parce que t'es rendu plus fort. Puis il faut que tu collectes des pattes de dragon, puis là, t'en tues 8, puis t'as une patte. Là, t'as même pas cette idée-là que c'est la même quest, mais déguisée autrement. Déguisée. C'est la même quest. Mais on parle quand même d'un jeu qui a été fait dans le cadre d'un game jam. Ben, que l'idée a été conçue dans un game jam. Mais le jeu a quand même été produit full-fledged. Bon, on s'entend que c'est sûrement pas le budget d'un Final Fantasy. Là, c'est un jeu à 15$. Mais tu sais, je pense qu'il y aurait quand même pu avoir une petite twist pour rendre ça un peu plus différent. Minimalement. Je veux dire, tu sais, je joue à des RPG, là. Puis je joue à des MMORPG, là. Puis on s'entend dessus qu'après on est rendu genre la 7e expansion de WoW qui s'en vient, là. Chris, on a fait le tour des quests, là. T'as prouvé que ta capacité à endurer la répétition est excessivement élevée. Là. Mais fais-moi à croire que c'est pas la même quest. Mon Dieu, c'est mens-moi. Mens-moi. Je suis vraiment surpris que tu votes pas conservateur. Ah! Oh, je m'excuse, ça passe pas. Ça. Non, ça passe pas, ça. Des limites. Ça, je l'ai dit tantôt, il y a des limites à... T'apprendrais à essayer de voler mon gag d'intro. C'est un gag de sortie, dans mon cas. Comme dans Je m'en vais. Bye. Bref, au niveau gameplay, c'est bien fait, c'est amusant. J'ai beaucoup aimé le gameplay, mais ça devient vite répétitif. Puis moi qui dis ça, c'est quand même drôle. J'ai ri, là. Comment? J'ai ri, là. C'était drôle. Bon, tu sais, comme je disais, là, si on avait eu des nouvelles habiletés quand on a des costumes, ça aurait été intéressant aussi. Mais il n'y a pas l'espèce de creep de power qui existe, là, de pogner des nouvelles habiletés pour te battre. Tout ce que tu as, c'est je deviens plus fort, les ennemis sont plus forts. Fait que ça finit toujours avec la même affaire. Là. Je suis au même, je suis level 2, je suis level 10. C'est grosso modo le même rapport de pouvoir entre moi et les ennemis qui est vraiment pas très grand. Là. C'est assez facile les combats en général, sauf quelques petits boss qui demandent un peu plus de réflexion. Ça je l'ai dit, là, c'est ce que je disais, j'ai marqué ici, j'entends dire, surtout Mathieu, que les RPG sont toujours des quests qui sont répétitives. Là. Comme je disais, minimalement, on essaie de le camoufler. Niveau visuel, là, si je sors un peu du gameplay, c'est vraiment hot. C'est très cartoony, c'est vraiment beau. C'est ce qui fait que le jeu, même s'il a été fait en 2010, il est encore très beau, il vieillit très bien, parce qu'il essaie pas d'être réaliste. C'est un petit côté qui est vraiment bien pour ça. Ça a l'air d'un cartoon, ça a l'air de ce que c'est, là, un monde imaginaire. Au niveau de la musique, encore une fois, la musique, elle est simple, mais elle est aussi très efficace. Puis c'est souvent une variation sur le même thème qui fait ce jeu-là. J'ai fait un petit condensé, un petit medley là, de quelques morceaux, justement, là, qui
on reconnaît le même petit beat qui revient, mais dans des settings différents. Puis on dirait que ça y va avec le côté simple du jeu, mais en donnant un petit feeling. T'écris un thème. Le thème, le mot-clé, c'est le thème. Il est très, très clair. Bref, niveau artistique, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé, là, qui m'a fait beaucoup embarquer. Puis qui a un petit côté qui me donne l'impression que c'est un peu fait aussi pour les enfants. Puis c'est ce que tu disais tantôt. Je pense que tous les côtés un peu simples et de répétition ouvrent peut-être les portes à ce côté-là, à ce que ce soit joué par des enfants. Les éléments répétitifs, le côté simpliste, le côté pas compliqué, le côté humoristique aussi. Puis, tu sais, je reviens sur mon dernier drop, la dernière musique qu'on a entendue, la fin, c'est la fin de la musique quand on perd en combat. Remarquez, là, j'ai dit qu'on perd en combat, on meurt pas. Parce que si on perd en combat, ben on revient à la même place qu'on était juste avant de commencer le combat. Comme si c'était rien passé. Pas de loading, pas de game over, pas de you fail, de rien. C'est marqué you are defeated. Tu refais à la même place que tu étais avant. Comme si c'était rien passé. Fait que tu sais, c'est un petit côté très léger. Puis ça vient peut-être aussi avec le côté imaginaire. Tu sais, si tu t'imagines ce monde-là, puis dans ton imaginaire, tu te fais battre par les monstres. Non, ça s'est pas passé comme ça dans le fond. Hey Joe. Ouais, Joe, je pense qu'on est mort. Aïe aïe, deep cut, ouais, la vraiment. vieille annonce de McDo. Aïe aïe. mais j'aime ça un jeu où on meurt pas, par exemple. Oui, on sait, tu en as parlé la dernière fois. Mais ça m'a fait penser à ça aussi. Bref, c'est intéressant pour ça. Tu recommences, puis bon, si c'était un boss ou quelque chose, où il y a une place à un moment donné que je suis arrivé, puis les monstres, c'était une coche forte, là. Pourtant, on était à peu près les mêmes niveaux, mais la manière que c'était l'agencement des 3 monstres, là, il y avait quelque chose de rough. J'ai recommencé 2-3 fois, puis là, je change 2-3 timbres. T'es une Céline Dion. C'est comme la femme de Trudeau, il faut que je me restarte le cœur de temps en temps. Tu changes 2-3 timbres, puis OK, avec ce setup-là, ça se passe mieux. Tu arrives au boss, tu changes les timbres pour enlever. Bref. Le côté de défaite est vraiment juste une façon de resetter le combat, puis c'est correct, c'est pas grave. De toute façon, c'était tout dans ma tête. J'ai l'impression qu'un enfant de 9-10 ans pourrait très bien jouer à ce jeu-là, puis comprendre beaucoup, surtout si tu parles à un enfant anglophone, là, parce qu'il va pouvoir suivre l'histoire. Là. Sure. Puis c'est un jeu qui sera pas frustrant pour un enfant de cet âge-là. Comparé à nous autres à 9-10 ans, un Final Fantasy, là, c'est lourd. Ou un Megaman. Ou un Ou Megaman. un Teenage Mutant Ninja Turtles. Tu parles le premier au NES, maintenant? Le premier au NES, là. Sac, tu veux un jeu pour tester la solidité d'une manette, là? La solidité d'une télé. Pas qu'à l'époque, les télés étaient plus solides que les manettes. Ben, pas les manettes de NES, non. Ben, ma grosse télé Sony, le Trinitron, avec comme un écran de 3/4 de pouce d'épais en... Cette semaine à Mythbuster, on essaye une manette de NES contre un 22 pouces Trinitron qui a coûté 2500$ à tes parents. Ouais. La belle époque. Ouais. Fait que quand je me suis mis à penser au jeu sous cet angle-là, on dirait que j'ai comme accepté comme que ça allait être répétitif puis que ça allait être un peu... Puis j'ai décidé de continuer le jeu, parce que bon, à un moment donné, au troisième segment, tu finis par faire, OK, c'est répétitif, mais c'est OK. Si je le vois comme c'est un jeu qui est fait pour peut-être un peu plus un enfant, ça va, je vis bien avec ça. Je suis pas l'auditoire directement ciblé. Puis c'est correct, c'est répétitif, mais on y va, on continue. Puis j'avais le goût de voir comment ça allait finir aussi, toute cette histoire-là, tu sais. Donc, je continue ça. Petite parenthèse sur l'histoire, c'était qu'il y a une place que, tu sais, qu'on parlait de le suspension of disbelief un peu, là. Il y a une quête où est-ce qu'il faut que tu montes en haut de la grande roue qui est bloquée, puis que tu redescendes après. Mais tu sais jamais comment t'as monté ni descendu. Puis les personnages se font, hey, c'est vraiment hot comment t'as réussi à monter puis descendre. Fait que ça, ouais. Fait que, le moral de l'histoire, c'est qu'à Divan Quest, notre vocabulaire est rated R, mais on veut jouer des jeux pour les enfants. Voilà. On est trop chicken. Tu sais, dans le fond, il y a aussi le fait que le jeu, ça a été développé, selon ce que je disais, en moins d'1 an. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu ferais des shortcuts sur les quests en disant, ben, ils vont se répéter, mais c'est comme ça. C'est un jeu qui m'a pris peut-être 6 ou 7 heures à jouer. Je dis 6 ou 7 heures parce que j'ai de la misère à dire, parce qu'une semaine après l'avoir fini, j'ai voulu jouer au DLC, là, Grabbin' on Ice, qui était sorti un peu après. Puis lui, il était encore moins long. Puis au total, j'ai mis, je pense, 8 heures, là. Puis là, quand j'ai joué au DLC, là, ça a été là, j'ai été déçu, c'était la fin. Là. C'est le DLC, tu dis ça va être quelque chose de plus, non, c'est encore la même affaire. Tu t'en vas dans le monde des monstres, puis
tu fais du trick or treat, tu trouves du monde qui sont cachés, puis Avec des nouveaux costumes, je suppose. Il y a genre 2 nouveaux costumes, un costume de pirate puis un costume de eyeball. Là, Costume de? Do what you want, 'cause a pirate is free. You are a pirate. Qui te permet de glisser sur des câbles. C'est quand même très cool. Bref, c'est encore la même affaire. Je fais, ok, c'est correct. Une chance que c'était pas long, puis j'avais compris que ça allait être pas long à la manière que ça avançait. Mais same shit. Là, t'sais. Reste que je ressors avec quand même des bons souvenirs de ce jeu-là. Puis un goût de jouer à Costume Quest 2. Je me demande comment ils l'ont adapté, s'ils ont changé quelque chose. Puis j'ai pas regardé, mais je l'ai foutu sur ma wishlist. Puis à un moment donné qu'il va tomber en solde, c'est certain que je l'achète. Je vais flancher, là, ça aura pas de sens. Parce qu'on est cheap de même. Non, parce que j'ai déjà bien d'autres jeux à jouer. T'sais. Fait que je donne un 3 pattes de divan sur 4. J'ai beaucoup aimé jouer à ce jeu-là. Puis là, il faut que je joue à Noël prochain, là, parce que le seul achievement qui me manque, c'est de jouer à Costume Quest à Noël. Hein, parce que c'est là l'achievement. Je joue un jeu d'Halloween à Noël. Voilà. Fait que 3 pattes de divan sur 4, beaucoup aimé. Good show! Donc, pour trouver nos derniers épisodes, divanquest.com, il faut aller faire un tour sur notre site. Sinon, pour du feedback ou du hate mail, parce que vous ne pouvez pas faire ça par divanquest.com. Ou là, des suggestions de gags. Ou des suggestions de gags pour mes naissances. Quoique, juste avoir dit... c'est quoi Mario Pelcha, c'était assez comme gag, ça va être romantique. Donc, pour du feedback, du hate mail, twitter.com/divanquest, facebook.com/divanquest ou courriel à divanquest@gmail.com. Notre podcast est disponible avec beaucoup d'autres podcasts québécois au rzoweb.com, aussi dans la playlist de Pod Québec au podquebec.com. Sinon, sur iTunes, allez commenter, cliquez les petites étoiles. Hein? Toujours rien. Qui sera le premier? On se pose la question. Et on se revoit dans 2 semaines.